Et bonsoir tout le monde. Alors franchement, hein, j'aurais préféré faire un sujet sur autre chose, je vous l'avoue d'ailleurs. En fait, j'étais au téléphone avec Jean-Pierre Petit parce qu'on doit faire un sujet sur le fait que la Maison Blanche va sortir aliens.gov. Non, non, c'est pas une blague. Ça avait été d'ailleurs complètement anticipé par Béatrice Rosen, hein, encore un très bon point pour elle. Qu'à un moment donné, la Maison-Blanche allait se mettre à parler d'aliens pour faire diversion sur tout un tas de sujets. Ça ne veut pas dire que le sujet alien n'est pas intéressant. En fait, comme on le verra, donc ce sera demain, notamment Jimmy Carter et autres, et même Barack Obama, ont dit oui, bien sûr, c'est un vrai sujet. Il faut arrêter de ridiculiser ce sujet. Une fois de plus, Jean-Pierre Petit avait un temps d'avance. Donc on en parlera demain. D'autant que vous savez que j'adore Jean-Pierre Petit, puis il se trouve que même aujourd'hui, Sabine Ossenfelder se met à parler du sujet, et Sabine Ossenfelder, c'est quelqu'un qui est profondément déçu par le monde académique. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, travaille sur les modèles bimétriques, mais dit en même temps le monde universitaire est foutu. Au passage, ouais, le monde universitaire, il va pas bien, hein. Je rappelle que quand même, en marge des révélations Epstein, on a quand même découvert que tout le modèle de la peer review, que tous les pauvres crétins aimaient bien... dont tous les pauvres crétins aimaient bien se gargariser, en fait, a complètement été promu par Maxwell. C'est-à-dire que, en fait, avant, la revue par les pairs, traditionnellement, c'était fait, bien sûr, pendant l'époque industrielle allemande, hein, donc la fin du 19e siècle, les gens refaisaient vraiment les expériences. Et ensuite, simplement, vous prenez 2-3 gars qui vont relire l'article, qui vont pas du tout refaire l'expérience. Donc c'est complètement contraire à toute la philosophie de la peer review initialement. Et ça a complètement bousillé la science, il faut le dire, hein. Ça a empêché de grandes études de sortir, de grands travaux de sortir. Et ça, c'était Pergamon Press de Robert Maxwell, qui a complètement bousillé la science en fait pendant des années. Donc Jean-Pierre Petit qui a vécu la période en fait entre le moment où vos publications dans Science ou Nature avaient aucun impact dans votre carrière et maintenant, eh bien, il aura des choses à nous dire là-dessus. Donc, quoi qu'il en soit, moi, au départ, j'étais en train tranquillement de préparer un sujet là-dessus, le sujet alien, de voir aussi quand j'allais faire revenir le professeur Raoult, parce que ça fait longtemps qu'il faut qu'il revienne. Il vient de sortir un excellent bouquin qui prouve à quel point il est en avance sur son temps aussi, le professeur Raoult, parce que en fait, aujourd'hui, on sait que la génération Z s'en fout complètement d'être appelée complotiste. Et il se trouve que Didier Raoult a sorti Journal d'un complotiste comme ça à la one again, et il n'est pas de la génération Z pourtant. Donc ça fait de lui un peu le Bob Dylan de son époque. L'esprit de son époque, il ne joue pas de l'harmonica ni de la guitare sèche, mais c'est quelqu'un qui a compris l'esprit de l'époque. Et ça fait longtemps qu'il le comprend. Bon, tout ça, c'était ce que j'étais en train de faire sur ma grille, si vous voulez, en toute tranquillité. Et puis boum, nouvelle tentative d'assassinat sur Donald Trump. Alors l'histoire se répète, la deuxième fois comme une farce. Là, c'est une farce. C'est une farce. Alors, rappelez-vous bien sûr que cette chaîne n'est pas là pour vous dire quoi penser, hein. Vous êtes souverain dans votre propre pensée, je le répéterai jamais assez. Vous êtes souverain, voilà, fais de ta pensée un empire. C'est clairement le slogan de cette chaîne, c'est Richard Francis Burton. Vous êtes souverain dans votre pensée, ça signifie que vous n'êtes pas là juste pour faire un copier-coller de ce que je vous raconte. Vous avez tout à fait le droit de même former votre pensée à l'opposé de ce que je raconte. Voilà, vous pouvez prendre ce que je dis, puis dire, bon, bah, si Idriss a dit ça, je vais penser l'inverse. Moi, ça ne me gênera pas. Ce qui me gênerait, ce serait que vous ne soyez pas souverain dans votre pensée. Voilà. Je le répète parce que ça reste la philosophie fondamentale de la chaîne. Maintenant, alors merci, ça y est, ça balance déjà des dons à la chaîne, mais je vous kiffe. Oui, merci, et salut à Alexis Poulain aussi, hein, il est vraiment bon Alexis. Les attaques qu'il a reçues de Mediapart d'ailleurs se sont retournées contre eux, ça lui a fait de la pub, enfin ça prouve bien que les médias alternatifs sont en pleine expansion. Alors, que s'est-il passé? Donc, vous avez eu une tentative d'assassinat sur la personne de Donald Trump, qui est très différente de la tentative d'assassinat de Butler. Alors, Butler, honnêtement, encore aujourd'hui, hein, moi personnellement, je ne peux pas penser que c'était une mise en scène, pour la simple et bonne raison que sur le plan balistique, faudrait être complètement taré pour mettre ça en scène. Je veux dire, un tir a priori donc à la 223 Remington dans l'oreille qui se joue à quelques millimètres, là franchement faut être complètement fendu pour mettre ça en scène, surtout vu la distance du tir. Vous pouvez penser que c'était stage, hein, il n'y a pas de problème. Moi personnellement je ne le pense pas pour Butler, pour tout un tas de raisons. Cependant, il est clair que ce qui est curieux, c'est qu'il n'y ait toujours pas d'enquête alors que Trump est président. Normalement, s'il avait les pleins pouvoirs, si les patriotes étaient en contrôle, comme certains ont envie de le croire, mais je pense que c'est vraiment
pour des raisons enfantines, hein, c'est-à-dire c'est un peu comme un syndrome de Stockholm, quoi. Vous n'avez pas envie, comme je l'ai expliqué dans beaucoup d'émissions, quand vous avez été arnaqué, vous n'avez pas envie d'admettre que vous avez été arnaqué. Donc, à un moment donné, vous allez surenchérir, vous allez faire vraiment une surenchère cognitive avec la fallacie, le sophisme du sunk cost, hein, le sophisme du coût irrécupérable, c'est-à-dire que vous avez tellement investi dans cette version des choses que vous allez vous dire c'est pas possible, en fait Trump est infaillible, et vu que Trump est infaillible, forcément tout ce qu'il fait appartient à quelque chose de subtil qu'on ne peut pas comprendre, mais que vous comprenez, parce que sinon il faudrait vous mettre en face de votre ego qui est que vous avez été arnaqué. Et ça, c'est quelque chose qui est tragique dans les arnaques, que je connais très bien en tant que psychologue, mais bon, vous pouvez pas faire revenir quelqu'un qui s'est mis là-dedans, quelqu'un qui est en train de jouer son ego sur le fait qu'il a été arnaqué. Vous pouvez absolument pas le faire revenir, c'est mort en fait. Et c'est ce qu'on voit malheureusement. Donc vous avez en effet une catégorie de gens qui pensent que Trump est infaillible. Donc littéralement tout ce qu'il fait, alors ces gens-là ne seront pas capables de vous citer une erreur de Trump, pas une. Voilà. Vous prenez dans les 2 dernières années, ou même dans les 10 dernières années, vous ne pourrez pas leur faire prononcer une erreur de Trump. Quoi que fasse Trump, c'est des échecs en 5 dimensions, c'est un truc qui nous échappe complètement, c'est de l'infaillibilité pontificale, vous comprenez. Donc c'est virtuellement impossible en fait de trouver la moindre erreur de Trump, parce que tout ce qu'il fait est sacré, et du coup ça vient complètement se greffer sur ce qu'avait balancé Trump, à savoir qu'il était Jésus, quoi. Après, il avait dit, mais non, mais je suis juste un thérapeute, je suis pas Jésus. Mais bon, ok, le mec s'était quand même représenté en Jésus avec une image en IA. Bon. Donc, pour moi, Butler, c'était pas une mise en scène. Pour moi, les suspects pour Butler, c'était en effet une certaine frange de l'État profond américain, mais américain, hein. Ça, c'est un point important. Et bon, ils ont échoué, mais ce qui est quand même curieux, c'est en effet qu'il n'y ait pas eu la moindre enquête. Là, encore une fois, si Trump était en contrôle, si les patriotes étaient en contrôle, il y a plein de choses qui ne se passeraient pas comme ça. Comme je l'ai rappelé à plusieurs reprises, déjà, Barack Obama serait au minimum interrogé. Voilà, pas forcément en prison directe, mais au minimum arrêté. Voilà, bon, il n'y a pas eu d'arrestation. Ça, c'était d'ailleurs une très grande promesse de Trump, hein. Les arrestations, les arrestations, les arrestations. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Robert Francis Kennedy avait rejoint Trump. C'était pour voir Fauci au minimum arrêté et interrogé par la police. Aucune arrestation. Donc, Obama n'est pas arrêté, Hunter Biden n'est pas arrêté, Joe Biden n'est pas arrêté, Hillary Clinton n'est pas arrêté, Anthony Blinken n'est pas arrêté. Ça, déjà, c'est curieux. Ensuite, alors on se rappelle que Melania Trump s'était présentée à l'inauguration avec un chapeau qui rappelait V pour Vendetta. Ok, elle est où la Vendetta? Vous avez dit, mais ok, il a fait jouer Nessun Dorma, donc que personne ne dorme, de Turando, et donc qui est une référence au film La Somme de toutes les peurs, où on a des patriotes qui vont arrêter des éléments de l'État profond. Pareil, aucune arrestation, rien du tout, rien. Ok, très bien, Nessun Dorma, tout ce que vous voulez, le chapeau de Vendetta, très bien, ça c'est du symbole. Mais là, ça fait plus d'1 an que Trump est élu, on n'a rien. Le fameux « il n'y aura rien ». Donc pour Butler, c'est vrai que tout de même, on se serait attendu à ce qu'il y ait eu quand même un petit peu d'arrestation, quoi. Voilà. Une enquête, le FBI qui sort des choses. Alors, bien sûr, on ne reparlera jamais assez de l'affaire Epstein. Là aussi, on s'attendait à ce qu'il y ait 2-3 arrestations, quoi. Alors oui, je veux bien croire que Trump avait dit « Ah, je suis content que vous l'ayez arrêté ». Pas de problème. Mais pourquoi, maintenant qu'il est censé être chef suprême de l'exécutif, on n'a pas d'arrestation? Même pas de ses clients, rien en fait. Parce que je vous rappelle que Ghislaine Maxwell est en prison aujourd'hui pour avoir trafiqué des enfants à personne. Les dossiers Epstein ont été largement caviardés. On a même des pages entières, enfin c'est pas une blague, hein. Vous avez une référence, 1000 et quelques, où la totalité de la page est caviardée, la totalité de la page est noire. Voilà. Bon, comme transparence, on fait mieux. Pfizer, pareil, hein, rien. Bourla, il est complètement safe. D'ailleurs, Trump l'a même félicité, hein. Trump a fait l'éloge de Bourla. Donc là aussi, quand même. Enfin, on connaît toutes les malversations de Pfizer, on connaît toutes les choses gravissimes qui ont eu lieu, et pourtant, rien. Aussi, que dalle. Donc c'est un peu décevant, hein, vous l'admettrez, c'est un peu anticlimactique. Alors, je vous parle même pas des fraudes aux crypto-monnaies du clan Trump.
Donc le Melania Coin, qui était littéralement une fraude, le Trump Coin, qui était littéralement une fraude, les délits d'initiés dans tous les sens de la part des proches de Trump. Bon, bah ça aussi, qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, pour moi, c'est des petits trucs comme ça qui vont pas, quoi. Et Trump était censé, bien sûr, hein, vous vous en rappelez, drainer le marais, c'est-à-dire vraiment faire les arrestations, notamment de Nancy Pelosi. Bah, elle est toujours pas arrêtée, Nancy Pelosi. Pourtant, elle avait déchiré le discours de l'État de l'Union, hein, de Donald Trump. Elle est toujours pas arrêtée. Concernant le 6 janvier, concernant les manipulations de l'élection de 2022, aucune arrestation. L'ancien patron du FBI, absolument pas arrêté. Donc là, il y a un problème. Là, vous comprenez bien qu'il y a un problème. Et donc maintenant, on a cette tentative d'assassinat sur Trump. Alors déjà, ça s'est passé au dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Le dîner des correspondants de la Maison-Blanche, il faut comprendre que Trump, il déteste ça d'habitude. En fait, tout simplement, il n'y a jamais assisté depuis qu'il est président, aussi bien dans son premier mandat que dans son deuxième mandat. Voilà, tout simplement. Alors, en fait, il faut se rappeler que Barack Obama s'était foutu de lui de façon très abondante au dîner des correspondants de la Maison-Blanche quand Barack Obama était président. Barack Obama en faisait une mise en scène, une grande mise en scène où il transformait en stand-up, il transformait en grand show en fait toutes les attaques qu'il avait reçues. Donc il était assez bon, il faisait écrire ses blagues par des spécialistes du stand-up qui lui écrivaient des blagues à partir des attaques qu'il avait reçues. Donc par exemple, les gens disaient que Barack Obama était un musulman déguisé parce qu'il avait grandi en Indonésie et qu'il s'appelait Barack Hussein. Et donc, il avait fait une vanne en disant, vous savez, être président, c'est dur parce que il faut que je négocie avec l'Iran, il faut que je négocie avec Cuba et tout ça en trouvant le temps de faire 5 prières par jour, c'est compliqué. Ça avait fait marrer tout le monde. Il avait bien sûr repris les attaques de Donald Trump, qui étaient des attaques pas complètement injustifiées, hein, sur son certificat de naissance, sur la possibilité qu'il fût né au Kenya. D'ailleurs, c'est littéralement une attaque que reprend son frère, hein, le frère biologique de Barack Obama, Dick Clark, qu'il est né au Kenya, donc c'est pas quelque chose d'anodin. Et en plus, on avait un livre d'Harvard qui le déclarait, bon, c'était comme ça dans une biographie non officielle, mais d'un livre publié à Harvard, le déclarait comme né au Kenya. Et je rappelle bien sûr que dans ce cas-là, son élection n'aurait pas été légale puisqu'il est rigoureusement interdit pour quelqu'un qui n'est pas né sur le sol américain, enfin qui n'est pas né américain, qui a été naturalisé. Vous pouvez être né ailleurs, mais vous devez être né américain, d'être candidat à l'élection présidentielle. Donc ok, à l'époque, Trump avait lancé ça sur Barack Obama, et Barack Obama avait fait une blague, par exemple, quand il y avait eu la bibliothèque de George Bush. Il avait dit, voilà, moi aussi, je voulais faire une bibliothèque Barack Obama, alors je voulais la faire sur mon lieu de naissance, mais mes conseillers m'ont quand même recommandé de la faire aux États-Unis, en référence au fait qu'il serait né au Kenya. C'était drôle. Et il avait fait aussi, tenez, bon, j'en ai marre, j'ai publié mon extrait de naissance, mais maintenant je vais publier en exclusivité la vidéo de ma naissance. Et en fait, il affiche au dîner des correspondants de la Maison-Blanche une vidéo du Roi Lion. Un extrait du Roi Lion. C'était drôle, franchement. Barack Obama c'est un très bon orateur, faut le reconnaître, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Et là aussi, bon. Alors, au passage, Barack Obama avait été porteur d'espoir, tout comme Trump d'ailleurs, tout comme Trump. Et il avait tout trahi. Par exemple, Obama avait clairement dit dans ses promesses de campagne qu'il allait fermer Guantanamo. Guantanamo est toujours ouverte. Enfin, on est en 2026 et une prison qui viole les droits de l'homme en Réunion est toujours ouverte. Et très clairement, on avait la même chose sur Trump, c'est-à-dire que Trump avait aussi déclaré qu'il allait fermer Guantanamo, et puis rien du tout. Donc je comprends tout à fait que Trump était porteur d'espoir vis-à-vis de l'État profond, mais en fait on voit bien que tous les structuralistes et même les néo-anarchistes ou crypto-anarchistes avaient raison, c'est-à-dire que le système lui-même fait que c'est pas possible de le renverser. Il faut, en tout cas pour un candidat, de le renverser, tout simplement. C'est pas possible. Vous pouvez pas avoir un seul être humain, un seul candidat qui renverse le système. C'est juste pas possible. Voilà. Et on le voit en fait. Hein. On le voit de façon assez directe. C'est-à-dire que vous pouvez faire chanter un seul candidat. Vous pouvez trouver un moyen de faire pression sur un seul candidat. Vraisemblablement pour Trump, c'est l'assassinat de Charlie Kirk. Alors pareil, hein, si les patriotes étaient en contrôle, comment l'assassinat de Charlie Kirk aurait pu seulement arriver ? Faut m'expliquer. Si vraiment Trump, en fait, il contrôle tout, mais il a juste décidé
Donc c'est pas du tout de la baisse de ses électeurs, c'est juste qu'il a décidé de ne pas arrêter Barack Obama, de ne pas arrêter Hillary Clinton, de ne pas arrêter Nancy Pelosi, de ne pas arrêter Bourla, de ne pas arrêter Fauci, de ne pas arrêter l'ancien patron du FBI, de ne pas arrêter l'ancien patron de la CIA, de ne pas déclassifier le 11 septembre, de ne pas déclassifier les dossiers Epstein, et puis accessoirement de ne pas terminer la guerre en Ukraine, qui était aussi une de ses promesses de campagne. Si les patriotes étaient en contrôle, ça fait longtemps que cette guerre serait arrêtée. J'en oublie, hein. Bon, et ben dans tout ça, ouais, Guantanamo n'est pas fermé, etc., etc. Bon. En fait, l'assassinat de Charlie Kirk. Bon. Aujourd'hui, on sait bien que c'est le clan Netanyahou qui a fait buter Charlie Kirk. Tout Twitter en parle. Parce que Charlie Kirk s'opposait à la guerre en Iran et commençait à être particulièrement emmerdant sur certains points. Et on a Erika Kirk, sa femme, qui a quasiment pas fait de deuil, qui a fait des déclarations, mais qui étaient lunaires, absolument lunaires, qui d'ailleurs là s'éclatait de rire au dîner des correspondants de la Maison-Blanche, où donc prétendument on a eu quand même une tentative d'assassinat sur le président. Enfin, c'est grave, quoi. Bon. Donc Trump n'est pas allé à ces dîners des correspondants pendant toutes ces années de présidence, absolument toutes, mais il va à celle-là. Ok, bon, je dis pas de problème, il va à celle-là. Et à pile poil, évidemment, ça rate pas. Hein, c'est pile poil à celle-là qu'il y a une tentative d'assassinat contre lui. Alors, avec une arme longue, le type n'est pas venu avec une arme de poing, il est venu avec une arme longue. Donc, il est capable, le gars, Alan Cole, on va en reparler, Alan, qui n'est pas n'importe qui, hein, c'est un type qui a été au Jet Propulsion Lab, c'est l'élite de l'élite du California Institute of Technology, hein, on est vraiment sur ce qui se fait de mieux. Bon, il a posté aussi des images avec un t-shirt de l'IDF, Israeli Defense Force, donc de Tsahal. Si c'est curieux, même c'est doublement curieux, c'est-à-dire que si c'était vraiment le Mossad, là on se dit, mais pas con à ce point quand même. Le Mossad, on peut leur reprocher tout ce qu'on veut, mais c'est quand même pas un service d'amateurs. Bon. Donc il y a des trucs qui sont bizarres. Mais le premier truc bizarre, c'est que le type ait pu rentrer une arme longue au dîner des correspondants de la Maison-Blanche quand vous avez toute l'administration qui est là. Donc il pouvait aligner le président, il pouvait aligner, si c'était d'ailleurs un attentat suicide, il serait venu avec du Semtex, boum, voilà, il aurait pu tout péter, quoi. Bon, mais c'est pas ça qui s'est passé. Je vois dans les commentaires d'ailleurs, on me parle en effet des soutiens de droite de Trump. Alors vous avez vu qu'il a paru quand même que les démocrates avaient financé le Ku Klux Klan. Bon, vous me direz, c'est normal, le Ku Klux Klan a littéralement été fondé par les démocrates, mais c'était au début du XXe siècle, fin du XIXe. Le Ku Klux Klan est littéralement fondé après la guerre de sécession, mais va connaître une résurgence au début du XXe siècle. Mais les démocrates se sont fait choper à avoir financé l'extrême droite aux États-Unis, en fait. Voilà. Selon le bon vieux principe du « on reste pertinent en finançant notre opposition », exactement la raison pour laquelle Netanyahou avait financé le Hamas à Gaza, en toute sérénité là aussi, pour rester pertinent. Donc on a ce suspect, ce tireur qui introduit une arme longue au dîner des correspondants de la Maison-Blanche, où normalement c'est littéralement l'événement le plus surveillé de tous les États-Unis à ce moment-là. Il aurait pu buter la totalité de l'administration Trump. Vous aviez notamment J.D. Vance et Donald Trump. Au moment où la tentative se fait, vous avez ce mentaliste israélien qui est juste à côté en train de faire un tour de magie. Alors c'est lui qui avait révélé le code PIN de Joe Rogan, hein, l'impressionnant énormément. Alors déjà X se dit, mais est-ce que ce serait pas une menace plutôt? Parce qu'après tout, pas besoin d'être mentaliste, il suffit d'avoir Pegasus. Moi, vous savez, tout dernièrement, j'ai des appareils électroniques qui ont été poutrés par les services russes. Ça a été particulièrement étrange. D'autant que voilà, j'étais accusé par ailleurs d'être pro-russe, voire même d'être un agent russe. Enfin, vous avez certaines personnes qui avaient directement dit ça. Bah non, en fait, je me suis fait poutrer mes appareils électroniques par les services russes. Et ça fait toujours bizarre, c'est sûr, en termes d'influence, ça fait bizarre. Bon. Quand Joe Rogan, vous avez ce mentaliste israélien qui lui sort son numéro de carte, sachant que les gens qui connaissent un peu Joe Rogan vous diront qu'il a plein de téléphones, qu'il donne pas son numéro, qu'il change de numéro très souvent. Ça déstabilise. C'est normal, hein, c'est fait pour ça. Donc, est-ce que le mec est mentaliste ou est-ce qu'il a juste Pegasus? Ça, je vous laisse deviner, sachant qu'on sait par exemple que tout dernièrement, vous avez
Vous avez les Émirats arabes unis qui ont littéralement poutré toutes les conversations WhatsApp de tous les influenceurs. Et si vous aviez le mauvais goût d'envoyer sur WhatsApp un message à vos parents pour expliquer pourquoi vous étiez à l'hôpital parce que vous vous étiez pris un missile sur la tronche, eh ben, 2 ans de prison. Voilà, parce que en fait, comme l'avait rappelé Nassim Nicolas Taleb, ça marche dans les 2 sens, l'influence. C'est si vous soutenez Dubaï, enfin Dubaï vous soutient parce que vous êtes influenceur et que vous dites du bien de Dubaï, bah, vous allez voir ce qui va se passer quand vous déciderez d'en dire du mal. Enfin, mais c'est même pas du mal délibéré, c'est juste vous rappeler l'information que pour l'instant Dubaï est sous les bombes, quoi. Et ben 2 ans de prison, voilà, sans passer devant un juge, hein, parce que voilà, il n'y a pas de droit de l'homme non plus, hein, faut pas déconner. Donc bon. Donc, est-ce que le mec est mentaliste ou est-ce qu'il a juste accès à Pegasus? Bah, c'est des questions que se pose bien sûr X. Alors, reprenons un petit peu tout ça. Moi, je vais commencer à partager mon écran, vous filer des dépêches et en voici donc une première. Attendez, je vais vous filer ça dans l'ordre. Allez, on va commencer par celle-là. Voilà. Donc c'était Oz Perlman, hein, le fameux mentaliste, le gars qui avait balancé donc le code PIN de Joe Rogan. Et comme dit Murray, eh bien, ça semblait quand même à une menace déguisée envers Joe Rogan, lequel Joe Rogan est complètement aujourd'hui déçu par Trump. Là aussi, au passage, hein. Ça nécessiterait quand même beaucoup de fausses embrouilles, hein, parce qu'il faudrait que Tucker Carlson soit en train de jouer un double jeu, en fait, mais donc il attaque Trump, mais en fait, il est pour lui. Il faudrait que Candace Owen fasse pareil aussi, parce que Trump a quand même dit voilà, que Brigitte Macron était plus belle que Candace Owen. Enfin, ça commence à faire beaucoup de fausses embrouilles. Il faudrait que Joe Rogan aussi soit en fait en fausse embrouille avec Trump, etc. Bon. Donc, là, vous voyez la situation. Il est en train de faire un tour à Melania, il lui montre un truc, Melania fait waouh, puis là d'un coup, donc vous voyez, ça c'est Osperman. Voilà, tout le monde est impressionné. Et puis là, à ce moment-là, hop, il se passe quelque chose. Trump bouge pas beaucoup. Alors le Secret Service, tranquille, hein, il s'amène, mais ça va, quoi. Ils sont pas en train de plaquer Trump au sol. C'est bon, ça se passe plutôt bien. Alors, vous allez voir ensuite, ils vont déjà évacuer J.D. Vance en priorité. Pas Trump, c'est J.D. Vance J.D. Vance est clairement évacué en priorité. Toute la salle ne fuit pas. Enfin, bon, vous avez des gens qui se baissent sous les tables, mais ça va, quoi. C'est pas la commotion non plus. Vous avez des gens qui font des selfies. Vous avez un journaliste qui va rester debout. Donc là, quand même, le niveau de menace, il y a un autre qui se relève. Là, vous voyez, mais un autre journaliste, en fait, va continuer à faire des photos en toute sérénité, avec son verre de Bourbon à la main. Voilà, not a fuck given that day. Bon, c'est curieux. Voilà, on peut quand même dire que c'est curieux. Une autre, donc ça c'est le Health Ranger qui a un très bon compte à suivre. Alors, il vous reprend Fox News, et puis là vous voyez que Fox News en fait, ils ont coupé la parole à une reporter qui dit que c'était un false flag. Alors évidemment Fox News en plein milieu, il la coupe parce qu'il faut pas non plus déconner. Donc voilà, ça y est, ça dit non mais c'était un false flag sur Fox News. Non, on arrête tout de suite. C'est normal. Donc, cet autre compte nous rappelle, voilà, nous dit, attendez, laissez-moi comprendre. Trump a sauté tous les dîners des correspondants, voilà, tous, chaque année, parce qu'en effet, comme il s'était fait attaquer par Obama, c'est pas un bon souvenir pour lui, puis même ça l'emmerde, c'est le genre de mondanité qui l'emmerde. Cette année, il y est. Tout son cabinet y est. Alors d'habitude, il faut savoir un truc, dans les dîners des correspondants, en tout cas du temps d'Obama, quand il y a le président, il n'y a pas le vice-président. Voilà. Par exemple, quand c'était les dîners des correspondants du temps d'Obama, il y avait clairement pas Joe Biden. Voilà. D'ailleurs, Obama se foutait un peu de sa gueule. Voilà. Il n'y avait pas de Joe Biden. Justement, pour des raisons de sécurité, quoi. Il n'y avait pas le deuxième personnage de l'État américain. Ça paraît même limite logique si on y réfléchit bien. Et là, si, en fait. Donc, très très bien. Et comme ça vous le dit là, cette année, il y avait tout le cabinet, incluant le VP, le vice-président, c'est bizarre, le patron du FBI, Kash Patel,
dont la rumeur dit que Trump voulait le virer, le secrétaire à la défense, alors qu'on est en guerre, c'est toujours la guerre en Iran, il faut quand même pas oublier ça. Hein. La guerre en Iran, elle est pas finie, hein, même si les marchés veulent croire qu'elle est finie à peu près toutes les semaines, mais elle est pas finie, quoi. Et Eric Hacker, donc, très bien. Alors, on va revoir un petit peu tout ça. La personne, donc voilà, ça je vous l'avais montré. Laissez-moi vous partager autre chose maintenant. Ici, voilà. Donc, ouais. Alors, le mec, il a un t-shirt. Bon, là, mais moi, même là, j'ai la doublette, c'est-à-dire, faut arrêter les conneries 5 minutes. Le Mossad, c'est littéralement dans le top 3 des services mondiaux. Quand ils font un coup, ils s'amusent pas à le signer, quoi. C'est bon. Alors, sauf si c'était fait exprès de le signer, pas de problème. Enfin, tout est possible. Hein. Je vous ai dit, je suis pas là pour vous dire quoi penser. En fait, on peut même construire la vérité ensemble, un peu comme dans 12 hommes en colère, vous savez, le personnage de l'architecte qui construit la vérité, qui est joué par Henri Fonda. Donc, on peut construire la vérité ensemble. C'est le but de ces streams, en fait. C'est tout l'intérêt du journalisme en streaming. C'est que la communauté apporte des éléments en respect et qu'on débatte. Mais moi, là, clairement, il y a un truc qui va pas. Voilà, il y a un truc qui va pas, c'est-à-dire quand le Mossad, ils veulent buter un mec, ils s'amusent pas à porter, voilà. Par exemple, pour Charlie Kirk, ils s'amusaient pas à mettre un t-shirt. Enfin, alors oui, il y avait un avion qui est rentré de l'Utah et qui était immatriculé en Israël. Oui, enfin, ok, qui était pas immatriculé en Israël, mais qui appartenait à un milliardaire israélien. Bon. Mais voilà, normalement, c'est pas des rigolos, quoi, en face. Donc, bon, ça, je trouve ça bizarre. En tout cas, l'info est confirmée. Oui, moi, je croyais que c'était un fake. Comme tout le monde, j'ai dit, ça ressemble à un fake. Mais non, l'info est confirmée. Donc, ok, très bien. Dont acte, comme diraient les juristes. Bon, autre... Alors oui, il y a un autre truc qui est bizarre, mais qui est pas une preuve en soi. Vous avez eu un pic de recherche pour Cole Thomas Allen, donc le suspect, hein, le type qu'on vient de voir, en Israël peu de temps avant la tuerie. Alors vous me direz oui, mais quelqu'un a remarqué, et il a raison, ça constitue pas une preuve en soi, et que vous retrouvez un pic par exemple au Kenya ou ailleurs, vous retrouvez un pic sur Cole Thomas Allen dans d'autres pays, et en fait techniquement, il faudrait mettre ça entre guillemets pour avoir exactement exactement, pas juste, parce que quand vous mettez Cole Thomas Allen, ça vous donne le mot Cole séparément du mot Thomas, séparément du mot Allen. Mais si vous mettez entre parenthèses, à ce moment-là, c'est bien Cole Thomas Allen qui est cherché. Alors, ça mérite d'être étudié, mais c'est pas encore une preuve en soi. Là, en effet, d'autres irrégularités. Alors, c'est la première fois que le périmètre de sécurité a eu cette forme-là. Il y avait beaucoup moins de détecteurs de métaux. Bon. Et notamment, il n'y en avait pas à l'extérieur. Donc, la sécurité était, de façon étrange, extrêmement mauvaise. Voilà. Ça, c'est un fait par rapport aux précédents dîners des correspondants de la Maison-Blanche, qui sont une institution, etc. La sécurité était vraiment mauvaise et significativement, objectivement, plus mauvaise que les précédents. Donc ça aussi, c'est quand même curieux. Comme je vous l'ai dit, et vous le voyez là, le Secret Service a attrapé J.D. Vance avant Donald Trump, qui va d'ailleurs rester derrière. Donc là, vous voyez l'image. Hein, J.D. Vance est attrapé, est escorté vers la sortie. Donald Trump va rester derrière les rideaux. C'est-à-dire, normalement, bon, vous avez quand même littéralement un tireur qui a introduit une arme longue. Donc normalement, là, le président, vous l'évacuez complètement. C'est pas... voilà. Là, vous voyez J.D. Vance qui part. Bon. Donc c'est ici. J.D. Vance qui part ici, là, à ce moment-là. Voilà. Hop là, c'est bon. Et là, c'est professionnel, c'est bien fait. Tac, puis après, vous voyez cette commotion autour de Donald Trump qui est évacué beaucoup plus lentement. Vous voyez, c'est lui, là, vous voyez cette ignace. Il est évacué beaucoup plus lentement. Et en fait, il va même rester derrière les rideaux par la suite. Bon, ça aussi, c'est curieux. Expect the unexpected, nous disait CNN au dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Vous avez la porte-parole de la Maison-Blanche qui a aussi dit il y aura des coups de feu. Alors bien sûr, ça peut être c'est une métaphore, c'est shots fired, vous savez. Donc en gros,
En gros, Trump va attaquer des gens, Trump va, comme quand Barack Obama se foutait de lui, vous voyez, c'était shots fired. Ok, très bien. Bah, n'empêche que la porte-parole de la Maison-Blanche a dit there will be shots fired. Avant, bien sûr, avant tout ça. Bon. Et là, vous avez CNN qui vous sort ça. Et puis alors, juste après, ce qui est magnifique, c'est que Trump nous dit, vous voyez pourquoi on a besoin de cette nouvelle salle de bal que je voulais faire inaugurer. Bon. Attendez, quand même, alors je sais que la dignitas, c'était pas censé être la spécialité de Trump, très bien, mais il y a une tentative d'assassinat contre toi, tu dis pas, vous voyez, j'ai bien fait de faire la salle de bal. Et le pire, c'est que toute la team MAGA, qui est encore inconditionnellement MAGA aujourd'hui, a repris ça comme élément de langage. Donc elle a repris en disant, voilà, vous voyez bien, il fallait construire cette foutue salle de bal. Ok, d'accord, il y a pas. Les États-Unis sont en guerre, la guerre en Ukraine n'est toujours pas terminée. Il y a une situation économique très mauvaise aux États-Unis actuellement. On a une tentative d'assassinat sur le POTUS, le President of the United States, et on dit, bon, vous voyez que j'ai bien fait de faire la salle de bal. Je sais pas, prenez n'importe quel autre président des États-Unis, même George Bush fils, ou donc George Bush père, le mec intelligent, est-ce qu'il aurait dit ça après une tentative d'assassinat? Est-ce qu'il aurait dit, vous voyez, c'est le moment de faire une salle de bal? Bon. Les tentatives d'assassinat contre les présidents américains. Alors, Joe Biden, aucune. Barack Obama, aucune. George W. Bush, aucune. Bill Clinton, aucune. Et George H.W. Bush, le père, aucune. En 37 ans, aucune. Donald Trump, 3. En 1 an et 9 mois. En moins de 2 ans, 3 tentatives d'assassinat. Ok. Donc, est-ce que ça veut dire que soudainement, le Secret Service est devenu complètement incompétent? En effet. Et le FBI, accessoirement, parce que le FBI aussi, est-ce qu'il ne serait pas devenu complètement incompétent? C'est la question qu'on peut se poser. Et que donc, ces gens se posent. Et puis, vous savez dans l'histoire, les false flags, bon, bien sûr, il y a eu l'incendie du Reichstag. D'ailleurs, déjà d'entrée de jeu, vous avez le Daily Mail qui dit que ça ressemble à une sorte d'incendie du Reichstag, cette tentative d'assassinat. En France, vous avez eu l'attentat de l'Observatoire. Enfin, c'était Mitterrand qui, le 15 octobre 1959, alors à l'époque, il était sénateur de la Nièvre, et il organise un faux attentat pour remonter dans les sondages. Voilà. Donc l'attentat de l'Observatoire. Mais des faux enlèvements, vous en avez eu plein. Hein. Vous avez eu le faux enlèvement le 20 mai 1982 à Paris de l'écrivain roumain Virgile Tanaz. Voilà, Virgile Tanaz, qui a été comme ça, qui a monté un faux enlèvement. Bon. Vous avez la fausse mort du journaliste d'opposition russe Arkady Babchenko. Voilà. Bon. C'était lié à ça, hein. Donc l'affaire Virgile Tanaz. Donc bon, c'est pas nouveau dans l'histoire. Je veux dire que des gens mettent en scène des événements. Ah, on a Béatrice Rosen qui est dans le chat. Alors Béatrice, au passage, t'interviens quand tu veux. Tiens. Bah oui, parce que j'ai monté l'émission, Béatrice, comme ça, rapido. Je savais pas si tu serais dispo, mais alors je vais t'envoyer là tout de suite en live, parce que c'est les joies de ce genre de truc. Je vais t'envoyer le lien et tu te connectes absolument quand tu veux. Là tout de suite, si tu veux, parce que tu es toujours la bienvenue dans cette émission. Je vais commencer à attraper d'autres dépêches aussi, tant qu'on y est. Ça me permettra d'ailleurs de te faire réagir, Béatrice, si tu as envie de nous rejoindre. Vas-y, mets-moi dans le chat, Béatrice, volontiers, si tu peux être dispo ou pas. Et ouais, le chat te plébiscite, là, ça y est, les gens veulent que tu viennes. Merci infiniment. Donc voilà, je t'ai donné le lien, Béatrice, tu viens quand tu veux, même le temps de te préparer ou quoi. Ah, tu peux pas, ok. Peux pas, mais t'écoutes. Bon, bah, c'est bien ce que je me disais, mais on te kiffe. Allez voir sur sa chaîne, hein, Béatrice Rosen officielle. Voilà, vous avez le hâte qui s'affiche. Et je rappelle qu'elle est franco-américaine et qu'elle aussi, elle avait un certain espoir vis-à-vis de Trump, comme nous tous, notamment sur la question du wokisme, hein, qui est sans doute la raison principale pour laquelle Elon Musk a rejoint Trump au départ, parce que comme vous le savez, Elon Musk, il a un compte à régler avec le wokisme lié à la transition de genre d'un de ses fils. Alors, je continue. D'autres opinions, là, comme ça, que je dis, attendez, ça a l'air bizarre. This whole thing feels off. The reactions, the optics, so much of it come across as performative. Bon, voilà, ça a l'air d'être d'être théâtral. Alors, quand il dit performative, il parle d'Erika Kirk, hein, la fameuse pleureuse
et donc, qui est aujourd'hui extrêmement suspecte, hein, après l'assassinat de Charlie Kirk. Elle a récupéré Turning Point USA, elle a fait des déclarations très curieuses. Bon, elle pleure d'ailleurs là davantage maintenant qu'à l'assassinat de son mari. Enfin bon. Oui, donc voilà ce que nous dit ce compte sur X. Alors regardez-moi cette merveille. Ça, c'est magnifique. Donc vous avez Debra Lee qui fait un selfie. Quand on est en danger, on fait des selfies, hein. Ça semble logique, hein. On fait un selfie duckface. Voilà. Quand on est en danger, on fait un selfie duckface. Ouais, ça me paraît complètement normal, hein. On est d'accord. Voilà. Donc, ouais, ouais, ouais. Elle l'a effacé. Voilà. Donc Debra Lee. Tireur au dîner des correspondants de la Maison Blanche. Le tireur est mort. Merci le Secret Service. Je fais un selfie duckface. Voilà. Tu vois, moi, je suis journaliste, je vais plutôt faire une photo de la salle, je vais plutôt faire une photo du site, quoi. Je vais pas faire un selfie duckface. Voilà. C'est parce que littéralement, l'autre personne vous disait c'est performatif. Littéralement, un selfie, c'est performatif, par définition. Un selfie de duckface, c'est performatif. Donc, bon, voilà, quelqu'un vous dit c'est performatif tout à l'heure, puis juste après, vous voyez un post qui est effacé, bien sûr, parce que quand même, je pense qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait fait une connerie, qui est totalement performatif sur une scène de crime, hein. Accessoirement, une attaque à main armée sur le président des États-Unis, c'est un crime, c'est une félonie, il n'y a pas de problème, c'est même pas une seule félonie, d'ailleurs, c'est tout un tas de félonies. Donc, sur une scène de crime, encore chaude, vous faites un selfie duckface. Oui, tout à fait. Absolument. C'est, voilà. Ça me semble normal, moi. Ouais. Béatrice, hein, c'est vraiment, si tu peux venir, j'adorerais, hein, ça serait super sympa. Alors, maintenant, rentrons plus dans les détails. Vous avez l'ancien béret vert, Michael Youn, sur la tuerie, enfin pas la tuerie, du coup il n'y a pas eu de mort, sur la fusillade du dîner des correspondants. Alors là, il vous dit clairement, donc c'est cet ancien béret vert, Michael Youn. Je rappelle, les bérets verts, c'est les forces spéciales de l'armée américaine, qui sont spécialisées dans l'insurrection, dans le fait de monter des guérillas contre l'ennemi, etc. Donc c'est des gens sérieux. C'est littéralement dans Apocalypse Now, Marlon Brando joue un béret vert. Et nous disent c'est un autre fake shooting avec Trump. C'est évidemment un fake. Trump fait partie de cette opération. Caroline Leavitt, au fait, avait dit juste avant cette fausse fusillade qu'il y aurait des tirs aux événements. Alors encore une fois, shots fired, ça pouvait être une métaphore pour des attaques verbales. C'est une perte de temps. Nous sommes dans une vraie guerre. C'est une opération d'information de Donald Trump. Voilà, Michael Youn, qui est aussi donc photographe et auteur et correspondant de guerre. Voilà les déclarations qu'il a faites. Bon, moi, je fais la revue de presse, je vous transmets évidemment ces déclarations de ce béret vert. Vous voyez la carrure du mec. C'est pas un rigolo. Alors ensuite, après, voilà, des gens se posent la question, mais attendez, c'est normal d'être un peu fatigué, de piquer du nez après une tentative d'assassinat. Enfin, normalement, vous êtes un peu sous adrénaline, il y a quelqu'un qui a essayé de vous buter. Non, là, ça va. Ça va. Après, bof, voilà, il pique un peu du nez, quoi. Bon, en soi, je dis, c'est pas suffisant, hein. Je veux dire, on ne peut pas juste décider que la tentative d'assassinat était fausse à partir de ça, mais on peut se poser la question, en tout cas, on peut légitimement poser la question, attendez, est-ce que c'est normal de piquer du nez quand on vient d'avoir un événement où on a failli mourir? Moi, en tout cas, je pense que cette question est légitime. Autre commentaire là-dessus, bon, Don Winslow qui vous dit, mais lisez ça, donc Adams Cochrane, hein, qui est pas mal du tout. Pendant des décennies, à chaque fois que vous aviez un événement où le Secret Service devait intervenir, il vous attrape, il vous plaque au sol, des tackle you, il vous plaque au sol, il vous pousse, des shove you, il vous pousse. Ils vont même porter le président, le porter physiquement. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Dick Cheney pendant le 11 septembre. Bon, vraiment, ils ont dit move, quoi. Enfin, c'était lourd, quoi. Et là, ça va. Voilà, juste déplacé d'un tout petit peu. Bon. L'autre exemple, donc le gars dont je vous parlais, c'est le photographe Andy Harnick, donc avec son verre de Bourbon. Donc là, littéralement, la tentative d'assassinat sur Trump a eu lieu, d'accord? C'est pas bon. Il est là, tranquille, avec son appareil photo, avec son Bourbon à la main, en train de regarder l'écran.
il check la photo, pépouze, ça va. Je sais pas, vous voyez ça hors contexte, vous vous dites, ouais, il vient d'y avoir une tentative d'assassinat contre le président des États-Unis, quoi. Et le tireur est encore dans la salle. Voilà. Bon. Et on est pendant l'incident, c'est-à-dire le tireur n'est pas encore tué, évidemment, parce que s'il est tué, vous me direz, bah, c'est normal, le mec, Bon, et encore, même s'il était tué, vous ne pouvez pas savoir s'ils ne sont pas plusieurs, donc la tension reste élevée, quoi. Et puis, voilà, here's the I don't care. Donc là, vous avez un mec qui finit sa salade tranquillement. Les présidents ont été évacués, vous avez des hommes armés sur la scène, sur l'estrade. Bon, le mec, il finit sa salade, quoi. Bah oui, parce que voilà, quoi. Et vous avez bien sûr hein, les vidéos, les légendaires vidéos de l'Iran qui sont déjà sorties, hein, qui évidemment accusent ça d'être un false flag. Bon. Ok, ok. Voilà. Bon, je pense que ça fait une première base de revue de presse. Alors, évidemment, beaucoup de gens posent la question du Project Artichoke, le contrôle mental de la CIA. C'était une question qui s'était posée à l'époque du tueur de Batman, vous savez, le Batman shooter, qui était un type qui avait fait une tuerie dans un cinéma à la première de, je crois que c'était The Dark Knight ou The Dark Knight Rises, donc un des deux, un de ces deux Batman-là. Et il s'est avéré par la suite que ce type était le fils d'un spécialiste de l'analyse forensique financière, donc de l'analyse légale sur les marchés financiers, qui s'apprêtait à balancer des noms dans l'affaire du Libor. Alors l'affaire du Libor, c'est extrêmement grave, hein, c'est une affaire de fraude financière pour littéralement des centaines de milliards de dollars en valeur. Je crois que la fraude cumulée tape même le 1000 milliards, où en fait on a triché sur les taux de change interbancaires, et des têtes couronnées étaient impliquées, des gens extrêmement importants étaient impliqués, et en fait ces gens importants ont fait des fortunes en trichant sur les taux d'intérêt. Et on avait un grand spécialiste de ça qui était en train de remonter, donc il pensait Tracfin en France, qui était en train de remonter la piste, qui était en train de chercher qui pouvaient être les personnes et qui avait annoncé qu'il allait donner des noms. Voilà. Il disait, voilà, moi je vais lâcher des blazes concernant le scandale du Libor. Et puis les blazes qu'il allait lâcher, c'était du très lourd. On était du niveau d'Epstein. D'ailleurs, littéralement, c'était sans doute un vrai recouvrement dans les suspects, parce que c'est ce qu'on appelle la classe Epstein. Et ce que révèle bien l'affaire Epstein, c'est que donc Epstein aux États-Unis, comme vous le savez, Epstein en France. Eh bien, et quand je dis Epstein en France, c'est parce que même Jack Lang le prononce comme ça. On l'a vu dernièrement dans son interview complètement complaisante chez Complément d'enquête. Jack Lang met un point d'honneur à dire Epstein, pendant que le mec de Complément d'enquête, qui est littéralement là, payé par le service public pour faire du damage control, continue à dire Epstein, mais Jack Lang, lui, il sort Epstein parce qu'il est en mode rien à foutre. Bon, il n'a pas eu le mémo. Quoi qu'il en soit, la classe Epstein, ou donc Epstein si vous êtes américain, était sans doute la même pour le scandale du Libor, puisque c'est de la fraude financière, quoi. Bon, et c'est de la grosse fraude financière. Donc, bon, c'est des gens qui ont le bras long. Et en fait, le type qui devait balancer ça dans l'affaire du Libor, son fils s'est retrouvé à être le tireur de la tuerie Batman. Où là, il y a eu, vraiment eu beaucoup de morts. Hein. C'est une vraie tuerie, quoi. Et bon, évidemment, le type n'a pas témoigné ensuite. Voilà. Son père, qui devait balancer les noms du scandale du Libor, n'a pas témoigné. Alors, beaucoup de gens, parce qu'il faut savoir que le coupable, maintenant, il a été reconnu coupable, bien sûr. Je veux retrouver sa tête. Batman Shooting. Donc, la personne qui avait donc c'est le 2012 Aurora Theater Shooting. Voilà. Il s'appelait James Holmes. C'était à la sortie donc de The Dark Knight. Et alors, je vais vous sortir du BBC. Hein, ça vaut ce que ça vaut. BBC, c'est pas fou, comme vous le savez, mais bon, voilà. Des fois, quand même, ils se rappellent qu'ils ont des cartes de presse, puis des fois, ils décident de faire leur travail. Donc c'était ce jeune homme, et ce jeune homme était le fils d'un des types qui devait témoigner, donc il s'appelait James Holmes. Et alors, pourquoi je vous montre ses yeux là en midriase? Vous voyez la midriase là? Vous voyez ses pupilles? C'est pas une blague, il a témoigné, il a déclaré, et sous détecteur de mensonges, il a déclaré qu'il ne se rappelait de rien. Voilà. Pareil, sa coupe de cheveux là, ça c'était nouveau. C'est-à-dire juste avant le pétage de plomb où il a tué des gens à Aurora, donc une ville des États-Unis, Aurora, et il s'est mis à se teindre les cheveux.
Voilà, c'est un comportement qu'il n'avait jamais eu avant, il n'avait jamais fait ça avant, mais juste avant, il s'est mis à se teindre les cheveux. Et, et quand il a été, donc, il est passé devant un juge, il a déclaré qu'il se souvenait de rien. Voilà. Et d'ailleurs, même du coup, la BBC dit oui, mais alors apparemment, il était sous sérotonine selective reuptake inhibitors, donc pensez Prozac. L'exemple typique du SSRI, c'est le Prozac. C'est la fluoxétine. Donc un inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Et donc évidemment, la BBC pose la question, parce que voilà, c'est ses yeux comme ça, plus cette teinture, est-ce que c'est pas un abus de... pareil, voilà, là, vous voyez son interrogatoire, où il n'a pas l'air bien, est-ce que c'est pas un abus de substance qui l'a mené à ça? Et donc là, vous voyez les tombes des malheureuses victimes à Aurora. Et un des Glock 22, donc le Glock 22, c'est pas du 22 mm. Vous savez que Glock, ils étiquettent leurs flingues de façon assez incompréhensible, ce qui fait que le Glock 22, c'est pas du 22. Je crois même que c'est du 45 ACP, un truc comme ça. Enfin, vous me dites-moi dans les commentaires si le Glock 22 est en 45, ça m'étonnerait pas. Voilà, donc aussi la R15 qu'il avait avec lui, etc., etc. Et donc, en fait, des gens, dont Alex Jones, avait dit il avait été téléguidé, genre comme la Datura, vous voyez, voilà, comme la Datura. Vous droguez un mec, puis vous en faites ce que vous voulez. Alors ça arrive régulièrement. Moi, c'est en 40 Smith & Wesson, merci, voilà, parce que c'est logique hein, que vous appelez ça Glock 22, donc vous allez le faire en 40 Smith & Wesson, c'est totalement logique. Donc bon, la Datura, vous savez bien que c'est réel. Hein. Il y a des kidnappings, vous avez des escroqueries qui se font régulièrement en Colombie, où vous avez des prostituées qui vont droguer des clients et ensuite les faire sortir dans la rue dans un état second. Donc c'est comme du somnambulisme. Hein. Vous êtes dans un état de somnambulisme, vous vous rappelez plus ce que vous faites, et vous allez retirer de l'argent au distributeur, vous allez signer des contrats, vous allez signer des choses, et c'est très très régulier comme arnaque en Colombie. Donc des gens disaient c'est ce qui est arrivé au tueur d'Aurora. Et en effet, hein, comme vous le dites, le Prozac ne fait pas ça, c'est exact. Hein, le Prozac ne fait pas ça, mais en comorbidité avec d'autres trucs, ça peut le faire. Et clairement, ce que Alex Jones disait, vous savez qu'Alex Jones, à l'époque, tout le monde disait oui, c'est un timbré de complotiste. Enfin, il a eu raison sur toute la ligne, Pépère. Hein. Eh bien, tiens, au passage, lui aussi, il est frité avec Donald Trump, mais ça doit être certainement une fausse embrouille là aussi. Eh bien, Alex Jones avait dit voilà, lui, il a été piloté par la CIA, et donc c'est ce qu'on appelle le Project Artichoke. Alors, qu'est-ce que c'est que le Project Artichoke? Je vais vous l'afficher. Donc qui est complètement déclassifié, hein, je le rappelle. Un programme secret de la CIA sur la technique d'interrogatoire et de manipulation mentale, issu du projet Bluebird, renommé le 20 août 1951, donc c'est vieux. Il devient un projet connexe de MK Ultra lorsque celui-ci débute le 13 avril 1953. Donc, Artichoke, voici National Security Archive. Donc là, vraiment, on est dans de la déclassification. Le projet Artichoke, donc, qui... Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça a 70 ans. Ça a littéralement 74 ans. 26 avril, on est le 26 avril. Ah oui, parce qu'accessoirement, voilà, accessoirement, c'est daté du 26 avril, la date d'aujourd'hui. Ouais, voilà. Voilà. Bon, donc vous avez des gens qui disent, voilà, c'est 70 ans du Project Artichoke, manipulation mentale, technique d'hypnose, comment faire à un sujet ce qu'on veut, en utilisant notamment du LSD. Ces choses ont vraiment existé, hein, polygramme, mais neurochirurgie aussi, hein, des techniques de lobotomie, des trucs comme ça. Bon, ok. Ben, c'est ce qu'avait dit à l'époque Alex Jones sur le tueur d'Aurora. Et maintenant, bah, vous avez des gens qui se posent littéralement la même question sur cette tentative d'assassinat sur Donald Trump. Bon. Voilà un petit tour d'horizon. Et encore une fois, moi j'aurais voulu vous parler d'autre chose. Tenez, regardez. Ça c'est littéralement après la tentative. Vous avez Exet, Melania et Levitt. Mais pardon, mais on est après la tentative d'assassinat sur Donald Trump. D'accord? Je sais pas. C'est bon, c'est totalement la tête qu'on a. Puis je vous rappelle que juste avant, on avait Erika Kirk qui était en pleurs, quoi. Non, là maintenant, ça va. Ça va, tranquille. Ok.
Ok. Et puis c'est pas une seule fois, quoi. Vous avez Exet, là, qui est juste après la tuerie, enfin pas la tuerie, du coup, la tentative, qui se marre, quoi. Voilà. Ouais, il se marre, hein. Il y a eu une tentative réelle sur la vie du président des États-Unis, puis il se marre. Bon, bon. Et le pire dans tout ça, c'est que ça n'a même pas fait remonter Trump dans les sondages, hein. Ça, c'est un point sur lequel je voulais insister. Trump, il remonte même pas vraiment dans les sondages, là. Il y a pas, voilà, il y a une sorte de fatigue d'ordre général. Il y a pas. Alors vous me direz, oui, les sourires forcés pour les photos, très bien, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas à sourire dans les. C'est pas une photo de famille. On peut faire un sourire forcé quand c'est une photo de famille, bien sûr, mais là, il n'y a pas de raison de sourire, en fait. On fait un sourire forcé quand il y a une raison en termes de communication de sourire. Il faut sourire. Par exemple, vous avez le légendaire sourire de la panaméricaine. Je vais vous le faire, tenez, ça me fait plaisir. Il est comme ça. Vous mettez la langue sur le palais, vous faites comme si vous faisiez. Hein, vous la gardez comme ça. Ça, c'est le sourire qu'on enseignait aux hôtesses de l'air de la panaméricaine. C'est le sourire qui est le plus long à tenir. Vous pouvez le tenir toute la journée, en fait. Il est facile à tenir, il a l'air sincère parce que les muscles sont tous en action. Quand tous les muscles sont pas en action, ça a l'air insincère. Et donc, c'est le genre de sourire qu'on donne aux gens qui doivent sourire régulièrement devant les photos. Donc moi, il n'y a pas de problème. Je veux bien croire on peut faire des sourires forcés. Mais là, c'est out of place. Là, c'est pas justifié. Il vient d'avoir une tentative d'assassinat sur le président des États-Unis. Il n'y a pas de raison de sourire. Personne, aucun photographe vous demande de sourire. On vous demande d'avoir une gueule d'enterrement. On vous demande d'avoir une tête solennelle, digne, détachée. Pas de rigoler, en fait. Sauf si cette tentative était peut-être un peu fausse. Regardez la Kennedy. Alors bon, Kennedy, quand même, il vient d'une famille qui, vous savez, souffre de la fameuse malédiction des Kennedy. Hein, c'est ce que la presse américaine déclare. La malédiction Kennedy, bah oui, bien sûr. Et la malédiction Kennedy, bien sûr, c'est le fait qu'ils sont tous morts, y compris John, enfin qu'il y a eu autant de morts comme ça suspectes. Et RFK, donc, il est censé quand même prendre au sérieux les tentatives d'assassinat. Et là, vous voyez donc des tirs. Le fils de RFK qui lui dit « Papa, ça va ?» Et RFK lui dit « J'ai faim. » Donc voilà, « Papa, ça va ?» Ouais, c'était ouf. Mais l'équipe de sécurité de Bobby est venue rapidement et nous a sorti du building. Et voilà, bon, ok. Très bien. Et, alors que quand même, RFK, bon, voilà, il sait ce que c'est qu'une vraie tentative d'assassinat, quoi. C'est ça que je voulais dire. Alors ici, vous avez cette blague que j'aime beaucoup. Combien de fausses tentatives d'assassinat faut-il pour changer une ampoule électrique? Réponse, les fichiers Epstein. Voilà, c'est une blague absurde pour nous rappeler que les fichiers Epstein ne sont toujours pas déclassifiés et qu'on ne sait toujours pas qui a mangé des enfants, parce que oui, c'est par contre confirmé qu'il y a eu des enfants qui se sont fait bouffer. On ne sait toujours pas qui a profité de ces viols d'enfants, de ces délits d'initiés à très grande échelle, de ces trafics d'organes, de ces abominations. C'est toujours pas déclassifié. Voilà, c'était une promesse de campagne de Donald Trump. Seulement Donald Trump, à la fin, a dit non, mais ceux qui pensent à l'affaire Epstein, c'est des losers. Voilà, très bien. Autre petit commentaire de Jenny. Alors, est-ce que je comprends bien les choses correctement? Bon, c'est toujours une bonne question à se poser. Le président, le vice-président et le président de la Chambre des représentants, Speaker of the House, président du Parlement, et le ministre des Affaires étrangères, le Secretary of State, étaient tous au dîner des correspondants de la Maison-Blanche, ensemble, et la sécurité était tellement pourrie qu'un type a pu introduire dans la salle une arme longue. I call bullshit. Oui, moi aussi. Encore une fois, je ne vous demande pas de penser comme moi, mais voilà ce que je pense. Quand vous avez tout ça dans la pièce, la sécurité, elle est meilleure que ça, normalement. Voilà, on fait mieux que ça. Puis surtout, comme je vous l'ai dit, il est factuel et objectif que la sécurité de ce dîner des correspondants de la Maison-Blanche était inférieure à la sécurité du temps, par exemple, de Barack Obama. Ça, en soi, c'est suspect. Mais la variation de la sécurité était inversement proportionnelle à la variation du risque. C'est-à-dire que entre les dîners des correspondants sous Obama et celui-là, vous avez beaucoup plus de VIP qui sont présents. Donc vous avez notamment le vice-président, vous avez le secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères, donc pas tête Cruz, Marco Rubio, vous avez le président du Parlement, qui est un petit peu important quand même dans la hiérarchie américaine,
Et la sécurité est inférieure. Donc vous avez plus de gens importants, mais la sécurité est moins importante. Voilà. Bon, et ça, c'est objectif, ce que je vous raconte. Après, pourquoi? Voilà, pourquoi on rentre dans une autre interprétation. Mais objectivement, il y avait beaucoup plus de VIP que du temps de Barack Obama, où là, il y avait une certaine distribution. Par exemple, donc Joe Biden n'était jamais présent pendant les dîners des correspondants de la Maison-Blanche. Il faisait toujours des clips, comme il aime beaucoup les Corvettes, très belle voiture au demeurant. Eh bien, on le voyait en Corvette, comme ça, en train d'emmener Nancy Pelosi ou des gens, ou Hillary Clinton. Mais il n'était pas physiquement présent. Donc là, on avait beaucoup plus de gens importants qui étaient présents. Alors oui, si vous me dites dans les commentaires le coup du cannibalisme dans les fichiers Epstein, si, malheureusement, c'est officiel. Hein. Donc vous avez des gens qui ont confirmé qu'ils avaient vu des preuves qui n'ont pas été déclassifiées de cannibalisme, de consommation de chair humaine. Donc oui, on rigole comme ça, mais c'est vraiment abominable hein, ce qui s'est passé dans le dossier Epstein. Le fait que ce soit pas déclassifié nous prouve bien qu'il y a un problème. Donc en tout cas, il y avait beaucoup plus de VIP à ce dîner des correspondants de la Maison-Blanche, mais c'est ballot. La sécurité était inférieure. Ok. Alors, ce fameux Cole Allen. Alors, Cole Allen, voilà son LinkedIn, 31 ans, Mechanical Engineering, Computer Scientist, il faisait du game development, donc du développement de jeux vidéo, il était enseignant, sortait de Caltech, enfin c'est pas n'importe qui, quoi. Hein. C'est vraiment, on est sur du gars de haut niveau. Ici, vous le voyez en train de faire de l'humanitaire avec, voilà, en 2017, il présente son accessoire aidant les fauteuils roulants à freiner. Il vous présente sur ABC ce qu'il a conçu pour aider les fauteuils roulants à freiner. Et il est présenté bien sûr en 2017 ce qu'il est comme un étudiant de Caltech, California Institute of Technology. Ça c'est Cole Allen. Bon, autre petit tweet incisif, hein. Ready, set, action, hein, moteur, action. Je n'en pense pas moins. Et alors oui, j'oubliais. Alors ça c'est magnifique. Ça c'est beau. Henri Martinez. Donc là on est sur un compte qui n'a posté qu'une seule chose. Ben, le mec il poste un truc en 2023 et il poste Cole Allen. Voilà. Donc avec la tête de Pépé the Frog, en tuxedo, c'est-à-dire en smoking, bon, comme Donald Trump pendant les dîners des correspondants de la Maison-Blanche, puisque le dress code pour le dîner des correspondants de la Maison-Blanche, c'est smoking. Et donc, ce compte, Henri Martinez, ne poste qu'une seule chose dans toute son existence, et c'est le nom du tueur 3 ans plus tard. Enfin, pas du tueur, mais de l'assassin, la tentative d'assassinat, 3 ans plus tard. D'accord. Alors, accessoirement, il poste ça le 21 décembre. Vous savez, aux États-Unis, on met le mois d'abord, donc 12-21, ça veut dire 21 décembre. Très bien, très bien. Ok. Et alors, c'est mieux que ça, c'est-à-dire que vous avez cette image qui en fait, donc ça, c'est son image de bannière. Hein, vous la voyez là. Voilà, très bien, une image de bannière. Et elle renvoie à un site qui s'appelle Time Machine. Voilà. Et puis après, l'image, la rasterisée derrière, eh ben, il y a des gens qui se mettent à dire que ça ressemble à Donald Trump pendant la tuerie de Butler. Pas la tuerie du coup, mais pendant la tentative d'assassinat de Butler. Alors, là, vous le voyez ici. Cette image, donc avec ces formes-là, ok. Et puis ensuite, vous comparez avec cette superposition-là, la voici. Donc l'image de la tuerie de Butler et l'image qui était postée sur ce compte. Bon, c'est curieux, j'ai pas dit que c'était ça laisse de la place à l'interprétation, mais bon, factuellement, l'image de la bannière de ce mec qui poste le nom de l'assassin présumé 3 ans plus tôt, enfin 2 ans et demi, ça c'est l'image de sa bannière. Elle renvoie à un site qui s'appelle Time Machine. Et bon, alors est-ce que vous voyez une superposition ou pas? Voilà, moi je vous présente juste cette dépêche, hein, c'est tout. Bon, c'est à vous de décider si vous prenez ça au sérieux ou pas. Bon. Et accessoirement, vous aviez dans la même, vous voyez la dame que vous voyez là, les gens disent que c'est la même. Alors j'ai pas l'impression que c'est la même en fait, que l'incompétente de Butler. Il y avait
Vous vous rappelez peut-être, il y avait une grosse incompétente à Butler qui n'était pas capable de défourailler correctement, elle n'était pas capable de sortir son arme de son holster. C'était cette personne, voilà. Bon, au moins il y avait de la rigueur discipline, ça fait plaisir. Hein. Au moins le doigt n'était pas sur la détente. C'est sans doute tant mieux vu comment elle était incapable de se servir de son arme. Mais voilà, les gens disent apparemment c'était la même. Alors je rappelle qu'à l'époque, Donald Trump n'était pas président. Ça veut dire qu'on lui donnait le security detail, qu'on lui donnait les plus mauvais. Hein. On lui donnait vraiment littéralement les plus mauvais agents du Secret Service parce que le type n'était que candidat, donc on n'allait pas non plus mobiliser ce qu'il y avait de mieux. Et là, il aurait eu la même qu'elle. Donc quand il est président maintenant, un peu plus important que simple candidat, il aurait eu la même, qui est complètement incompétente. Enfin, on la voit à Butler, elle ne sait pas se servir de son arme, quoi. C'est tragique, mais je préfère largement avoir Code Reno comme garde du corps que elle, quoi. Bon, vous me direz, c'est pas dur. Code Reno, il sait vraiment se servir d'une arme. Mais là, voilà. Bon, bah, ça aussi, c'est curieux, quoi. Ça aussi, c'est un petit peu curieux. Alors, juste, évidemment, tout de suite après, vous avez la Maison-Blanche qui vous refait. On a l'impression, vous savez, d'un concert, c'est-à-dire dans un concert, on joue ses meilleurs titres, quoi. Et là, la Maison-Blanche rejoue le meilleur titre, Fight, Fight, Fight. Ah, c'était un très bon morceau hein, avant l'élection, j'avoue. Hein. Même moi aussi, j'ai fait une émission à l'époque en direct en disant quand même c'est un truc de ouf, etc. Ah, mais le problème, c'est qu'il a mal vieilli, quoi. Quand vous le refaites après, ah, ça marche moins bien, quoi. Ça marche beaucoup moins bien. Donc, on a l'impression, voilà, d'un playback. C'est Michael Jackson qui va vous interpréter Billie Jean en faisant du lip sync. C'est l'impression. Et donc, évidemment, le type nous dit, bon, ok, si la Maison-Blanche dit fight, 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 ok, ça veut dire que c'est une mise en scène. Voilà. Ok, fine, the stage, c'est une mise en scène. Ok. Et puis, donne-ce, si vos sondages sont dans les chiottes, créez une fausse tentative d'assassinat. Donc, évidemment, quand vous avez Riley Gaines qui vous dit « Arrêtez de tenter d'assassiner le président », le gars lui répond « Personne n'a essayé de l'assassiner ». Et toujours des éléments de sécurité. Oui, il n'y a pas eu de contrôle d'identité. Alors, il faut quand même savoir que le contrôle de l'identité, par exemple, ne serait-ce que pour voter, c'est quelque chose pour laquelle le camp MAGA se bat vraiment de façon absolument régulière, quoi. Et là, non. C'est pas de contrôle d'identité au dîner des correspondants à la Maison-Blanche. Donc, au passage du temps de Barack Obama, évidemment, il y avait un contrôle d'identité. Pas de détecteur de métaux, donc des magnétomètres, voilà, avant la salle de bal. Le bâtiment entier était ouvert au public et les autorités ne savaient même pas combien de membres du Congrès étaient présents. Bon. Ça aussi, je trouve ça bizarre. Alors, vous avez au fait Marion Naufal qui est en train de faire un live là-dessus, et vous avez Larry Johnson qui d'entrée de jeu, voilà, vous parle des tentatives d'assassinat faites par la CIA et de MK Ultra. Donc c'est juste pour vous montrer que ça y est, c'est clairement dans l'air du temps, quoi. C'est voilà. Puis Larry Johnson, c'est vraiment pas n'importe qui. C'est lui qui a dit, c'est Larry Johnson qui a déclaré que, alors c'est un ancien de la CIA accessoirement, hein, et c'est Larry Johnson qui a déclaré que Donald Trump avait envisagé de balancer une bombe atomique sur l'Iran. Le pire, c'est que Larry Johnson, il était MAGA au départ. Hein. Larry Johnson était quelqu'un qui avait tout espoir en Donald Trump. Bon, voilà aujourd'hui les déclarations qu'il fait au micro de Marion Naufal et en vous parlant de MK Ultra, etc. Bon. Alors, toujours pour revenir sur le compte de Henry Martinez qui vous pose des trucs. Alors, voilà ce que ça dit. Alors, vous êtes en train de me dire qu'un compte X random, le 21 décembre 2023, se crée, a comme identifiant Henryma 79 56 1893. Son seul tweet, c'est Cole Allen, le nom du tireur. Il a un avatar PP en tuxedo avec un verre de vin. C'est une esthétique bien précise. Sa bannière, c'est Time Machine, comme je vous l'ai dit. Ça vous renvoie à un projet financé par l'UE qui est concentré sur la digitalisation des œuvres 3D. Bon. Et voilà. Ok. C'est bizarre, quoi. C'est évidemment bizarre. Et Henry Martinez, en effet, Henry Martinez est lié, donc est un ingénieur de Lockheed Martin, qui est lié à Cole Allen. Voilà.
qu'on a un mec qui s'appelle Henri Martinez, le même nom que ce compte X, qui est lié à Cole Allen. Ok. Bon, ah oui, alors vous avez aussi Lloyd Blankfein, l'ancien patron de Goldman Sachs, qui, après la tuerie, enfin, pardon, je dis tuerie parce que je repense à Batman, mais vous dit, tu vas finir ta salade. C'est le patron de Goldman Sachs, enfin, c'est l'ancien patron de Goldman Sachs, c'est quelqu'un de considérable, qui peut défaire des gouvernements, des pays, etc. Alors en effet, vous me dites fake, c'est ce qui a été dit sur X aussi, hein, fight, fake. Et voilà, donc on a le mec de Goldman Sachs qui, après une tentative, alors vous me direz encore une fois, oui, mais le mec il est plaqué au sol, alors c'est bon, il n'y a plus, mais non, on ne sait pas. Enfin, si vous avez assisté à des événements tendus, on ne sait pas en fait. Et n'importe quel professionnel de la sécurité vous dira de rester évidemment à votre plus haut niveau d'alerte quand une tentative de fusillade vient d'échouer, parce qu'on ne sait pas combien il y a de personnes dans la pièce, on ne sait pas ce qui peut encore se passer, on ne sait pas si des explosifs n'ont pas été placés. Enfin, faut rester alerte, quoi. Et là, tu as Blankfein, tu finis cette salade? Puis on a vu aussi des gens qui piquaient des bouteilles de vin. Enfin, c'était assez curieux. Et alors, ce fameux Cole Allen, il a fait un manifeste. Voilà, ok. Donc, il a fait un manifeste en disant qu'il appartenait à un groupe qui s'appelait Most Wanted. Bien sûr que voilà, il ne veut pas permettre à un pédophile et un violeur, c'est à Donald Trump qu'il fait référence, et à un traître, de salir ses mains de ses crimes. Voilà ce que dit le manifeste. Donc, vraisemblablement, ça peut permettre de discréditer tous les gens qui associeront l'administration Trump au dossier Epstein. Parce qu'on dira, regardez, vous êtes comme ce Cole Allen, vous êtes un déséquilibré si vous avez le malheur d'associer les deux. Okay. Et donc voilà, Trump était derrière les rideaux. Donc son évacuation par le Secret Service, c'est en fait là, ça le met juste là. Donc il y a aucune couverture, hein. Vous n'avez pas de couverture balistique, hein. Si quelqu'un se met à tirer random à l'arme automatique, c'est pas ces rideaux qui vont protéger le président. Vous voyez, bon, non, ça va. Franchement, ça va. Voilà tout ce que j'avais à vous dire en première revue de presse, à chaud. C'est en effet curieux. Alors maintenant, plusieurs choses. Bon, déjà, comme je vous le disais, moi, je voulais vous parler d'autre chose au départ. Parce que on a fait un Octogone Tech dernièrement avec notre CTO Philippe Hanel, et il a été très apprécié. Et cette Octogone Tech, c'était pour moi les vraies infos importantes. Alors bien sûr, on est, donc vous savez, c'est sur la chaîne Scandaria, voilà, en revue de presse. On avait fait donc un Octogone tout court avec Gunther, et on a fait donc cette Octogone Tech avec Philippe Hanel sur l'IA en local, l'IA qui se referme. C'est un sujet qui est très important. Certes, il est technique, donc ça fait moins de vues que mes vidéos principales, parce qu'on reste sur un sujet un peu technique, mais ce qui se passe sur l'IA est considérable aujourd'hui, absolument considérable. Et donc on a fait cette Octogone Tech, notamment sur le fait que les IA sont en train d'être nerfées, hein, c'était prévu, parce que en gros, c'était de ça que je voulais parler sur le long terme. Les IA, donc notamment Anthropic, réduit clairement la puissance, pas la puissance de ces IA, mais les tokens sont, enfin, des entreprises d'IA comme Anthropic ou comme OpenAI perdent de l'argent. Perdent de l'argent même sur leurs abonnements premium, elles perdent de l'argent. Sur un abonnement à 20 balles, ça leur coûte 200. Sur un abonnement à 200 balles, ça peut leur coûter 800, 1000. Et donc, elles perdent de l'argent. Et il va bien arriver un moment où elles vont vouloir arrêter d'en perdre. Donc, les IA vous offriront pas autant de tokens pour si peu cher. Et ça justifie clairement le fait de passer en local. Or, on a les Chinois qui viennent de sortir des modèles open source de grands malades à 1700 milliards de paramètres. Alors, 1700 milliards de paramètres, vous pouvez pas les faire tourner en local, mais vous avez même Google qui a sorti Gemma, qui peut tourner sur téléphone en local. Et vous avez maintenant un niveau de performance des IA en local qui est marquant. Et c'est ça, historiquement, on en reparlera encore dans 5 ans. Je veux dire, c'est quelque chose de très important, le tournant qui est en train de se passer sur l'IA. Donc, moi, clairement, c'était de ça que je voulais parler. Et il se trouve que, bien entendu, pour les pros, là, je vous parle pour les pros, hein, c'est comme l'audience est beaucoup plus large que juste les professionnels ici, mais pour les pros, vous le savez déjà a priori, notre nouvelle masterclass live sur Scandaria, je vais vous l'afficher, voilà, la voici, c'est installer votre IA en local.
Donc, installez votre IA en local pour le travail de révision. Donc, comment installer votre IA sur votre propre ordinateur. Je rappelle bien sûr que si vous voulez revoir ce replay sans aucune pub, vous pouvez télécharger l'appli Scandaria gratos, elle est gratos, et vous avez tous mes directs en replay sans aucune pub. Donc ça, c'est pour vous, plus vous avez des vidéos gratuites, bien sûr. Si vous vous inscrivez à la mailing list de Scandaria, c'est complètement gratuit, il n'y a pas de carte à mettre ou quoi que ce soit. Mais pour les pros, parce que bon, Scandaria, c'est aussi fait pour les professionnels, notre prochaine masterclass live, qui est déjà d'ailleurs pareil en surcommande, je ne sais pas si on va pouvoir... il n'y aura pas de place pour tout le monde, clairement. La précédente, elle a été à guichet fermé, celle-là, elle le sera aussi. Et en tout cas, ça sera sur comment installer son IA en local. Donc moi, c'est ces sujets-là dont je vais vous parler, parce que mine de rien, j'en ai marre de parler de géopolitique, j'en ai marre de parler que des trains qui arrivent pas à l'heure. J'ai envie de parler de l'évolution des technos, j'ai envie de parler du fait qu'on vit une période sur le plan technologique qui est fascinante, et que là, en l'occurrence, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, c'était apprendre aux gens à mettre leur IA en local pour, par exemple, faire l'école à la maison. Donc, une étude de cas qu'on vous donne dans cette masterclass, c'est comment faire l'école à la maison une fois que vous avez mis une IA en local, par exemple, sur un Mac Studio, ou on va vous mettre aussi un Mac mini. Enfin, vous pouvez le faire sur un ordinateur avec 16 Go de RAM. Et au passage, c'est ce qu'explique Philippe dans l'Octogone Tech. Les Mac Studio 512 Go sont déjà plus disponibles. Apple les a discontinués parce qu'il n'y a pas assez de RAM. Enfin, il y a une pénurie de RAM dans le monde, comme vous le savez. La RAM, surtout la DDR5, est très très chère aujourd'hui. Et tout ça, on en parle dans l'Octogone Tech, donc je ne vais pas vous en reparler là davantage, mais c'est vraiment pour vous dire que c'est la raison pour laquelle j'ai sorti cette vidéo un peu ASMR. Je n'ai pas fait exprès pour l'ASMR, hein, c'était je testais ma voix FIP. Donc pardon, c'était là. Ouais, puis tout à l'heure je partageais pas mon écran, désolé. Donc ça c'est donc là au début je voulais vous montrer Scandaria. Donc voici chez Agistab. Donc ça c'est l'Octogone Tech. Et donc c'était voilà, l'IA se referme, le local paye l'addition, avec un truc assez technique, mais quand même qui intéressera tout le monde. On a essayé de le vulgariser à tout le monde. Et donc, comme je vous disais, maintenant, la nouvelle masterclass live qu'on fait sur scandaria.com, que vous voyez là, c'est installer votre IA en local pour le travail ou les révisions. Et donc, bien sûr, pour le travail, c'est genre notaire, avocat, médecin, profession libérale, architecte, auto-entrepreneur, artisan, bien sûr paysan, agriculteur. Là, ça peut être très intéressant pour vous d'avoir ça en local, pour tout un tas de raisons qu'on explique dans cette masterclass. Mais également, simple parent, quoi. Si vous voulez faire l'école à la maison, on vous apprend comment faire ça. Et comme le bac arrive, c'était une des études de cas que je voulais faire depuis longtemps. J'en ai parlé dans des interviews, donc là, enfin, c'est fait. Et pour moi, voilà, je voulais vous dire que c'est le genre de nouvelles dont j'ai envie de parler. D'ailleurs, sur ma chaîne principale, vous avez vu que j'ai essayé de reparler du complexe pacifico-industriel, de dire, regardez, le fait que les Iraniens aient réussi, enfin, c'est les Chinois surtout, hein, c'est bon, qui ont filé ça aux Iraniens, et réussi à briser la furtivité du F-35, ça a des applications, des conséquences dans le monde civil qui sont très importantes. Bon. Bah, moi, c'est de ça que je veux parler, en fait, au départ, et j'aimerais pouvoir en parler davantage et plus souvent. Quoi qu'il en soit, si cette masterclass vous intéresse, vous allez sur scandaria.com et vous allez tout en bas, voilà, et vous avez s'inscrire ici, là, pouf. Et pour les gens qui sont déjà abonnés à Scandaria, elle est au prix ridicule de 99,50. Alors que bon, c'est le genre de masterclass qu'à Dubaï, on vous vend 700 balles pour un truc même pas du niveau de ce que fait Philippe. Mais comme vous le savez, moi j'ai la stratégie Arizona. Arizona, ils ont jamais augmenté les prix de leur thé glacé parce qu'ils se sont dit, nous, tant qu'on perd pas d'argent, on garde ce prix-là, même si on pourrait saigner les clients, c'est pas notre but. Bon, quoi qu'il en soit, je vais essayer de faire plus de vidéos sur la techno. Par exemple, là, il y a la nouvelle voiture de BYD qui est sortie, j'aimerais bien en parler. C'est un des trucs dont j'aimerais parler, des nouveaux méga projets, les nouveaux méga projets de la Chine en général. Donc, oui, des gens me disent, moi j'aime bien la voix ASMR. Bon, j'ai pas vraiment fait exprès, hein, mais voilà, j'essaierai de trouver le bon compromis entre la voix FIP et ça. Bon, voilà, les mecs, vous me parlez des modèles Cohen, Vision, etc. En effet, on va vous parler de tous ces trucs-là. Donc, oui, je vais faire plus de vidéos sur. D'abord parce que ma maman, elle aime bien quand je fais des vidéos plus positives. Donc, comme j'aime bien ma maman, bah, je vais continuer à faire des vidéos plus positives. Donc, voilà, j'en ai marre de parler juste de ces trucs-là. Mais bon, l'actu reste l'actu. Mais je vais essayer d'angler maintenant, à partir de l'actu, de faire des ouvertures positives. Voilà, je vais essayer de faire ça. Et je vais continuer, quoi. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si on revient sur l'histoire de Donald Trump, la déception, pourquoi le camp MAGA est complètement déçu, bah, on voit bien que le problème, il est structurel. Ta maman a raison, bravo à elle. Bah ouais, écoutez, elle a tout à fait raison.
En effet. Et donc, je vais continuer à faire des vidéos plus positives. Bon, là, voilà. Demain, on reçoit Jean-Pierre Petit. Mais je veux continuer à faire des vidéos sur la tech, peut-être revenir à des vidéos sur le biomimétisme aussi. Et puis, j'aimerais bien aussi que vous suggériez des vidéos. Donc, on va mettre en place un algorithme de Condorcet sur l'application Scandaria pour que vous puissiez voter sur les vidéos gratuitement, bien sûr, sur les prochaines vidéos à faire. Moi, ça m'aiderait. Ça serait une bonne façon d'utiliser ma communauté. Puis, vous avez aussi le fait que ça fait très longtemps que je veux parler des maisons bioclimatiques, par exemple. Les gars qui ont fait leur maison pour 20 000 €, là, dans une serre, j'adore. Ça, c'est ma maison idéale en plus. Donc, j'aimerais en parler. Honnêtement, ça fait partie des trucs qui m'intéressent bien. Ouais, le complexe pacifico-industriel. Effectivement, j'ai envie de parler de ça. Donc, je vais terminer, avant de prendre les questions, sur quelques réflexions politiques générales qui sont le modèle actuel où vous avez ce qu'on appelle une monocratie, en fait. Donc, lié au terme de monarchie. Alors, monarchie, on associe ça à la royauté, alors qu'en fait, c'est pas la même chose. Monarchie, ça veut juste dire le pouvoir d'un seul. Techniquement, le pouvoir de Jules César était une monarchie, même si Jules César n'était pas empereur, même si Jules César n'était pas monarque. Mais le pouvoir de Jules César était une monarchie. Le césarisme, c'est une monarchie. Et en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de démocratie directe. Donc, Trump était porteur d'espoir à beaucoup d'égards, notamment avec le Doge, notamment sur la question de limiter la dette américaine, etc. Et puis les tarifs douaniers, qui étaient pas du tout idiots, c'était une très bonne chose, mais qui ont tout de suite été retoqués par la Cour suprême. Et on voit que maintenant, l'administration Trump est obligée de rembourser 160 milliards. Bon, donc c'est un fiasco total. Et on n'est même pas sûr qu'il va tenir le Venezuela après tout ça. Donc même ça, qui était censé être une gigantesque victoire géopolitique pour lui, est quelque chose de fragile aujourd'hui. On voit que le problème, c'est l'idée d'avoir une monocratie, c'est-à-dire une seule personne qui a le pouvoir exécutif. Il faut qu'on ait une démocratie directe. Il faut que les promesses présidentielles soient légalement obligatoires. Il faut que quand un candidat a promis quelque chose devant ses électeurs, ils doivent s'y tenir. Et il faut des mandats révocatoires. Il faut des référendums d'initiative populaire. Il faut de la démocratie directe, en fait. Tant qu'on n'aura pas la démocratie directe, on n'ira nulle part. Voilà. Merci Béatrice de le dire. La démocratie directe est la seule vraie forme de démocratie. La démocratie représentative nous a trahis. Oui, 1000 fois oui. Béatrice a raison. La démocratie représentative, c'est une trahison. C'était pas mal il y a 100 ans, mais à l'heure d'Internet, à l'heure du smartphone, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure de la blockchain, ce n'est pas suffisant. La démocratie représentative, ce n'est qu'une ombre de la démocratie. Ce n'est pas la vraie démocratie, ce n'est pas le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple, normalement, c'est de dire, attendez, vous avez un chauffeur, très bien, c'est le gars que vous avez élu, mais ça reste vous le patron de la voiture. Si votre chauffeur, je sais pas, vous êtes patron, vous êtes PDG d'une grande entreprise, vous avez une voiture de fonction avec chauffeur, et votre chauffeur vous dit non, mais on va aller par là, monsieur le président directeur général, et que vous pouvez rien lui dire, vous dites non, mais je vous donne l'ordre de tourner à gauche, et le mec il vous dit non, on tourne à droite, il y a un problème. D'ailleurs, en parlant de gauche et de droite, en réalité, je suis ni de gauche ni de droite. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Moi, je suis neuroscientifique, ça veut dire que je sais que mon cerveau, il fonctionne grâce au tonus excitateur et au tonus inhibiteur. Vous avez des neurones GABAergiques qui sont inhibiteurs, et vous avez des neurones glutamatergiques dans mon cerveau qui sont excitateurs. Et c'est pour ça que j'adore recevoir sur ma chaîne et louer des gens qui se feraient la guerre. Prenez par exemple, j'ai pris la défense de Papacito à plusieurs reprises, et j'ai reçu aussi sur ma chaîne le canard réfractaire. Bon, on est d'accord que les deux, s'ils se rencontraient, ils s'engueuleraient secos. Pas dire qu'ils se taperaient dessus. Et en fait, au-delà de la violence physique, se taper dessus, la démocratie, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire, il vous faut des checks and balances. Il vous faut une opposition. Il vous faut des conservateurs qui vont équilibrer les libéraux. Parfois, les libéraux déconnent, font des conneries monumentales. C'est ce qu'on a vu sous Biden. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous le savez très bien. Enfin, l'administration Biden, c'était festival. Et parfois, les conservateurs déconnent. Les conservateurs déconnent aussi. Vous avez vraiment besoin du checks and balance, vous avez besoin du tonus excitateur et du tonus inhibiteur pour avoir une société saine. C'est nécessaire, on n'a pas trouvé d'autre solution que ça. Si j'ai que mes neurones GABAergiques qui fonctionnent dans mon cerveau, je suis dans le coma. Si j'ai que mes neurones glutamatergiques qui fonctionnent dans le cerveau, je suis dans une crise psychotique schizophrène. Donc, être que de gauche ou que de droite, d'abord c'est être hémiplégique, et c'est avoir un cerveau malade en fait. La société, la démocratie, elle a besoin des deux camps. Elle a besoin que les deux camps s'opposent, elle a besoin que les deux camps trouvent un consensus, un équilibre. Parce que si vous laissez que les libéraux, ça part complètement en vrille, ça vous donne les horreurs des campus américains actuels, avec des excès qui sont dignes du fascisme en fait, qui sont, c'est la théorie du fer à cheval, c'est-à-dire les extrêmes finissent par se retrouver dans l'excès.
Et bien sûr, si vous mettez que les conservateurs, sans aucun checks and balance, sans aucune proposition politique alternative en face, bah là, vous entrez droit dans un fascisme clair et net, et vous avez besoin de l'équilibre des deux. C'est pour ça, par exemple, que je défends aussi bien Bastia que Proudhon. Bastia et Proudhon se battaient dans leur correspondance, ils s'attaquaient agressivement, mais en réalité, pour ce qui concerne la politique française, je considère que Bastia et Proudhon, c'est l'équilibre idéal. Mais vraiment, d'ailleurs, j'ai toujours considéré que Proudhon était à des années-lumière au-dessus de Marx. C'est juste que comme Marx est beaucoup plus abstrait, à beaucoup d'égards, les universitaires, ils aiment bien l'abstraction pour l'abstraction, et les universitaires se sont entichés de Marx, alors que le bon vieux Proudhon, qui était en plus petit entrepreneur, homme les mains dans le cambouis, etc., eh ben, ça leur parlait pas assez. Et merci Béatrice aussi de nous rappeler, voilà, c'est bien pour ça que le macronisme ne peut être qu'autoritaire, l'extrême centre ne veut plus de dualité, c'est exactement ça. Vous direz, mais l'idéal, ça serait d'avoir un centre qui fait la synthèse de la droite et de la gauche. Ben non, en fait. Parce que quand vous avez soi-disant une synthèse de la droite et de la gauche, vous avez atteint la pensée unique. Pour faire la synthèse de la droite et de la gauche, vous n'avez qu'un consensus au moment précis, sur un vote précis. Vous ne pouvez pas dire je vais créer un hybride de la droite et de la gauche. C'est comme si vous disiez dans le cerveau, je vais créer un neurone glutamato-GABAergique. Ça marche pas. Il vous faut une population de neurones GABAergiques, inhibiteurs, une population de neurones glutamatergiques, excitateurs, et c'est le consensus de ces neurones ensemble qui crée le fonctionnement du cerveau, et d'ailleurs mon unité, le sentiment que je suis un individu responsable de ses actes, malgré le fait que j'ai 86 milliards de neurones qui chantent en même temps, qui s'opposent, et qui ont l'impression d'ailleurs dans la perspective d'un neurone, le neurone glutamatergique, pour lui, en tant que cellule individuelle dans un environnement multicellulaire, le neurone GABAergique en face, c'est son ennemi. C'est son ennemi, il l'inhibe, c'est son ennemi. C'est quelqu'un qui le nuit, qui l'empêche de faire ce qu'il veut. Heureusement qu'il a quelqu'un qui l'empêche de faire ce qu'il veut, parce que moi, sinon, je serais mort, en fait. Et malheureusement, c'est la démocratie qui meurt comme ça. Mais quand vous dites, on va mettre que l'extrême centre, donc il n'y aura plus besoin de droite et de gauche, il n'y aura que le centre, en fait, vous venez de refaire Orwell, tout simplement. Vous venez de refaire le parti unique, vous venez de refaire Big Brother. Et c'est ça. Donc c'est pour ça que j'étais pour Trump quand c'était un outsider contre une administration Biden qui était complètement en roue libre, qui trichait, qui mentait, qui manipulait les élections, qui faisait voter des gens qui n'auraient pas le droit de voter, qui faisait n'importe quoi, qui faisait des persécutions avec le FBI, parce qu'on voyait bien qu'en termes de checks and balances, il fallait équilibrer cette administration qui était criminelle, qui pratiquait des crimes, typiquement Nancy Pelosi. Et maintenant que c'est Trump qui déconne, je considère que c'est lui qui a besoin de checks and balances. Il faut jamais personnaliser le pouvoir. Il faut jamais être pour une personne. Jamais. En politique, jamais. Vous n'êtes pas pour une personne. D'accord ? Vous êtes pour cet équilibre démocratique qui, idéalement, est la démocratie directe. Parce qu'on voit bien que le peuple, on ne peut pas le faire chanter. C'est aussi ça le problème. C'est que vous pouvez compromettre quelqu'un. Et vous me direz, mais que Trump soit ou pas compromis dans les dossiers Epstein, son comportement reste mauvais. Même si vous me dites il n'est pas compromis, très bien, mais pourquoi il ne déclassifie pas les documents? Alors s'il n'est pas compromis, pourquoi il ne publie pas tous les documents, et en particulier les documents du dossier Epstein qui datent de la période du 11 septembre, qui sont évidemment les plus importants. Je rappelle que Epstein avait chez lui quand même une peinture où on voit George Bush avec un avion en papier avec 2 tours Jenga effondrées derrière lui. Enfin, c'est ultra suspect. Howard Lutnick était juste à côté, était voisin d'Epstein. Howard Lutnick habitait au 9, Epstein habitait au 11, et Howard Lutnick a décidé de ne pas aller au Twin Tower le jour de l'attentat. Bon, il y a des documents à déclassifier. En plus, d'ailleurs, Trump avait promis de les déclassifier au passage. C'était une promesse de campagne. Il avait dit que lui, président, il déclassifierait les documents du 11 septembre. Il ne l'a pas fait. Donc, il faut équilibrer toujours les checks and balances. On peut voir, et j'ai pu voir en Trump un espoir possible face aux excès abominables du choléra qui était l'administration Biden, et malheureusement, on voit souvent le remède du choléra devenir la peste. Donc encore une fois, merci Béatrice, la démocratie directe, c'est la vraie décentralisation du pouvoir, il n'y en a pas d'autre. Clairement, il n'y en a pas d'autre. C'est le peuple souverain, et on ne peut pas faire chanter le peuple souverain. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous pouvez faire chanter un individu, même un individu irréprochable. Comme avait dit Richelieu, donnez-moi 3 lignes écrites par le fermier le plus honnête du royaume, et j'y trouverai de quoi l'y faire pendre. Donc, que Trump soit physiquement compromis dans les dossiers Epstein ou pas, c'est pas ça le problème. Vous pouvez trouver un moyen de le faire pendre. Vous pouvez regarder même Michael Jackson. Michael Jackson, il n'était pas pédophile, c'est un fait. Il n'a jamais été condamné pour ça. On l'a caractère assassiné quand même, parce qu'il commençait à être un peu chiant sur certains sujets. Donc, quelqu'un d'aussi innocent que Michael Jackson, on a pu le détruire. Je vous garantis que Trump n'est pas aussi innocent que Michael Jackson, même si c'est pas forcément sur le dossier de la pédophilie, c'est sur d'autres dossiers.
Donc on peut le détruire aussi. Et puis de toute façon, si vous ne pouvez pas détruire en termes de réputation quelqu'un, bah, vous l'assassinez physiquement. Regardez Charlie Kirk. Charlie Kirk, on n'a pas pu le détruire en termes de réputation, il avait une femme, des enfants, etc. Bah, on l'a détruit physiquement, on l'a tué. Et ça, croyez-moi bien que Trump en a pris bonne note. Et que si les patriotes étaient en contrôle, bah, Trump aurait à minima fait arrêter les assassins de Charlie Kirk. Pourtant, il ne les a pas fait arrêter. Donc, pour moi, la leçon de tout ça, c'est que tant qu'il n'y aura pas de démocratie directe, on va continuer à rêver d'un homme providentiel. Et ça amène au culte de la personnalité, donc ça vous amène au MAGA encore indécrottable aujourd'hui. Donc pas Alex Jones, pas Tucker Carlson, pas Candace Owens, pas Joe Rogan, mais ça vous amène aux MAGA qui sont obligés, pour protéger leur ego fragile, de sombrer dans le culte de la personnalité de Trump. Donc ils sont obligés de sombrer dans l'infaillibilité trumpienne. C'est-à-dire pour eux, vraiment, ça y est, c'est le pape. Tout ce qu'il fait a une explication post-hoc, on appelle ça la rationalisation post-hoc en sciences cognitives. Tout ce qu'il fait s'explique après coup comme du génie. Et il n'a pas fait la moindre erreur depuis en fait, qu'il est en politique, tout simplement. Et bien ça, c'est la conséquence du culte de la personnalité qui est elle-même une conséquence de la monocratie, par opposition à la vraie démocratie directe. Parce que la monocratie fait que vous attendez un homme providentiel. Cet homme providentiel devient directement un César, et un César est un dictateur. Donc, qui parle de démocratie directe? Juan Branco, oui. Florian Philippot le fait aussi. François Asselineau le fait aussi. Nicolas Dupont-Aignan le fait aussi. Je le salue d'ailleurs. Hein, il a sorti un très beau livre intitulé La liberté ou la mort, comme la conférence que j'avais faite chez lui hier. Il est revenu triomphalement comme maire de hier. Vous avez beaucoup de gens qui parlent de démocratie directe en France. Hein. C'est pas ça, quoi. Hein. Heureusement, il y a des gens qui en parlent. Mais malheureusement, on les décrédibilise dans la presse. Alors, encore quelques points. Ah non, mais je vous demande pas de participer économiquement. Hein, donc, merci Gilma, hein, c'est l'intention qui compte. Et tu peux t'abonner à l'application Scandaria gratos, hein, et tu auras plein de vidéos offertes. Voilà, j'ai fait toute une base gratuite. Comme vous le savez, mes conférences sont gratuites. Là, j'ai sorti ma dernière conférence sur Al-Naqsh al-Latif, le dessin subtil chez les soufis, entièrement gratuite. C'est ma fierté de faire ça. Hein. Les Américains ne feraient pas ça. Merci Edwige, super sympa. Et on va passer aux questions. Donc, mettez questions en lettres majuscules. Je réponds à vos questions en direct. Et demain, on embrayera donc sur Jean-Pierre Petit, même heure, pour parler des éventuelles déclassifications des contacts OVNI. Quand je dis éventuel, c'est sans doute, et ce sera anticlimactique, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas grand-chose, exactement comme la déclassification des dossiers Epstein a été anticlimactique, a été profondément décevante. Alors, ça défile un peu vite pour moi. J.D. Vance, une suite légitime et compétente. Alors moi, J.D. Vance, il m'a complètement déçu vis-à-vis de ses positions face au pape. Hein. J.D. Vance, qui est catholique, converti récemment, qui dit au pape, tu n'y connais rien en christianisme, pardon. Voilà. Bon, mais c'est purement politique. Hein. C'est totalement politique comme geste. Il dit ça pour se garder les évangélistes sous le coude. Et malheureusement, bah, c'est de la duplicité, quoi. Et moi, ça m'a profondément déçu vis-à-vis de J.D. Vance, que j'aimais beaucoup. Bien sûr, je dois expliquer aussi les aspects où je suis pas rationnel, parce que c'est un millénial comme moi. Je comprends hein, je comprends la solidarité générationnelle. Vance était un peu le premier millénial qui allait vraiment être aux affaires. Alors c'était nous les millénials qui sommes la génération la plus bridée qui soit, qui vraiment n'a pas eu les leviers de commande et a vu le monde s'effondrer, a vu la France se surendetter, a vu l'économie française détruite, a vu l'héritage de Charles de Gaulle jeté aux ordures par des abrutis comme Dominique Voynet. On a un niveau de frustration politique sans précédent, et voir un J.D. Vance, forcément, pour notre génération, c'était quelque chose qui allait nous toucher. Et bah, d'entrée de jeu, on voit cette trahison. Donc voilà, on revoit qu'il ne faut pas attendre un homme providentiel. Votre démocratie rendra-t-elle la liberté au peuple colonisé? Bah, par définition, la colonisation, c'est l'opposé de la démocratie. Donc, c'est bien pour ça que la démocratie directe, c'est l'antidote à tous les phénomènes de colonisation directe ou indirecte, puisqu'aujourd'hui, la France est colonisée également par la dette. Alors... Qui profite la tentative d'assassinat de Trump, bah, clairement à ces sondages, hein, même si bon, il n'a pas monté beaucoup plus que ça, mais voilà, ça a fait une petite distraction.
C'est pas pauvre chou le pape, hein. C'est pas ça. Le pape, il s'en fout. Ça lui a rien fait personnellement, le pape. C'est de quel droit J.D. Vance dit au pape tu devrais arrêter de parler de christianisme. Alors il a dit tu devrais arrêter de parler de politique. Le pape lui a répondu mais je parle pas de politique. En fait, je parle de christianisme. Et après coup, Vance dit mais en fait le pape a des lacunes en christianisme. Non, c'est débile. C'est débile. C'est pas un mec qui vient de se convertir il y a quelques années qui va dire à quelqu'un qui a littéralement consacré la totalité de sa vie au catholicisme qu'il n'y connaît rien au christianisme. Faut arrêter les conneries 5 minutes. Donc si c'était bien une tentative, pourquoi la personne a fini morte? C'est ce que dit Alex Jones sur le projet Artichoke, c'est-à-dire exactement comme la tuerie d'Aurora. Dans la tuerie d'Aurora, le suspect, finalement, le coupable, condamné, n'a pas fini mort, mais prison à vie. Et là, ça serait pareil. Ce serait tout à fait possible de manipuler des suspects. Penses-tu qu'il y ait un lien entre l'affaire Epstein et les ossements retrouvés à Trinidad et Tobago? Je pense que oui, mais j'ai pas assez creusé le sujet. Voyons d'autres questions. Alors vous dites 2000 ans de christianisme, 2000 ans de tuerie, mais pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas qui vous a mis ça dans la tête, mais étudiez l'histoire du christianisme. Moi, je suis musulman. J'ai pas de raison particulière de défendre le christianisme, mais étudiez l'histoire du christianisme pour voir qu'il a été très majoritairement, en bilan, si vous faites une comptabilité en partie double, mais très majoritairement un facteur de pacification. D'abord, il y avait la paix de Dieu au Moyen-Âge qui interdisait les batailles à certaines dates. C'est impossible aujourd'hui, hein. Dites-vous bien, hein. Impossible aujourd'hui de faire ça. Aujourd'hui, on se bat pendant Kippour, on se bat pendant le Ramadan, on tue pendant les fêtes religieuses. Et au Moyen-Âge, non. Ça, c'était le christianisme. Le christianisme a aussi stabilisé la diplomatie. Vous avez eu la controverse de Valladolid, qui posait la question, les Indiens ont-ils une âme? C'est le christianisme qui a rendu cette controverse possible. Si vous aviez été dans le paganisme, la question se posait pas, on massacrait tout le monde. Les Mongols n'auraient pas posé cette question, par exemple. Donc, non, si vous regardez l'histoire du christianisme, qui accessoirement a juste érigé les plus belles œuvres d'art, que ce soit architecturales, musicales, peinture, de l'histoire de l'Occident. Hein. Vous prenez le top des œuvres d'art de l'histoire de l'Occident, c'est des œuvres d'art chrétiennes, qu'on le veuille ou non. Hein. La cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est une cathédrale. La Joconde, elle a été peinte dans un environnement chrétien, par un peintre chrétien. Bon, c'est des choses, le Saint Jean-Baptiste, etc. Enfin, toutes les plus belles œuvres de l'histoire de l'Occident sont des œuvres qui ont été motivées par le christianisme, que ce soit Le Greco ou même Salvador Dali qui disait, en voulant se moquer du Corbusier, le Corbusier est un mauvais architecte parce qu'il n'est pas catholique, apostolique et romain. Donc non, c'est le christianisme, partout où il est allé, il a laissé un bilan beaucoup plus positif que négatif. Bien sûr, il y a eu l'Inquisition, mais quand vous comparez par exemple les morts de l'Inquisition, qui a été très très caricaturée, qui était une mauvaise chose, je dis pas que l'Inquisition était une bonne chose, mais l'Inquisition a été complètement méreprésentée, elle a fait beaucoup moins de morts par exemple que la Terreur. Hein. Vous prenez toute l'Inquisition, toute l'histoire de l'Inquisition dans son intégralité, et vous avez significativement moins de morts que la Terreur en France, qui a duré même pas 3 ans. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération. Les abominations du génocide vendéen, les tanneries de peau humaine, etc. Ça, c'était pas au nom du christianisme, croyez-moi bien. Et les guerres mondiales, elles n'étaient pas au nom des religions. On dirait dire, ah oui, mais il y a eu le génocide des Juifs en Europe. Même le génocide des Juifs, il était ethnique, il n'était pas religieux, justement. C'est-à-dire que si vous vous convertissiez, vous étiez quand même génocidé. Contrairement, par exemple, à la Reconquista en Espagne, où là, si vous vous convertissiez, il n'y avait pas de problème. C'était pas une guerre ethnique. Donc même pendant la Deuxième Guerre mondiale, la religion n'était pas le sujet. Pendant la Première non plus, pendant les guerres napoléoniennes non plus, pendant la guerre de 7 ans non plus, pendant la guerre froide non plus. Et tout ça, c'est parmi les conflits les plus meurtriers de l'histoire. Donc non, je peux pas laisser dire ça. Oui, je devais inviter Georges Simion, il s'est décommandé et maintenant c'est plus d'actualité parce que il est plus en tête d'affiche, mais je le réinviterai volontiers. J'aimerais aussi avoir Caline Georgescu, hein, on a dit tellement de conneries sur lui. Qui finance les présidents américains? Très bonne question, c'est ce qu'avait dit Robin Williams. Il avait dit les membres du Congrès, pas le président, mais les membres du Congrès devraient porter leur sponsor sur leur veste, comme dans le NASCAR, vous savez, hein, l'épreuve automobile. Ils devraient porter, voilà, comme ça on saurait si c'est Marlboro qui les sponsorise, etc. Ce serait stylé. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Alors, très bonne question. Hein. Comment t'expliques que Trump ait pu faire des bons coups comme la guerre des 12 jours? Et c'était en effet un bon coup. Il faut reconnaître que ça, c'était vraiment très, très bien exécuté.
Et ben, comment on l'explique? Entre-temps, vous avez l'assassinat de Charlie Kirk. Entre-temps, vous avez des choses qui remontent pour Trump, où là, on lui fait comprendre que s'il continue, il va se faire buter. Et l'administration Netanyahou, elle a pas du tout aimé la baisse des 12 jours. Hein. C'est un truc, et Netanyahou, on le baisse pas 2 fois. Voilà, enfin les gars derrière lui maintenant, parce que vous savez très bien ce que je pense de ça. Mais les gars derrière Netanyahou, on les baisse pas 2 fois. Voilà, vous les baisez une fois max. Si vous êtes encore en vie, déjà c'est pas mal. Une deuxième fois d'affilée, ça va juste pas être possible. Très bonne question. En 2025, la Chine a fait une manœuvre sur 50 km pour faire tomber Taïwan en utilisant un mix de navires privés et civils. Oui, alors c'est pas la réaction américaine a été Venezuela-Iran, non, c'était pas la réaction à ça, hein, à Taïwan. Mais en fait, aujourd'hui, on voit bien que si la Chine voulait faire un move sur Taïwan, les États-Unis pourraient pas l'en empêcher. Et vraisemblablement, la situation en Iran, où les États-Unis ont trahi tous leurs alliés asiatiques, parce que ceux qui ont vraiment pris le plus cher dans la guerre en Iran, c'est les alliés asiatiques. Mais ils ont bien vu que les États-Unis ne les défendraient pas en cas de guerre majeure. Et donc ça, c'est un rapprochement entre Taïwan et la Chine qui est inévitable, parce que maintenant, Taïwan se dit, attendez, si on n'a plus de pétrole, si on est dans une situation de pénurie, on va être obligé de se rapprocher de la Chine. Donc, et d'autant que maintenant, un des grands écarts, c'était pas tant la liberté d'expression, qui est pas si folle à Taïwan, c'était le niveau de vie. Et maintenant, le niveau de vie de la Chine continentale a rattrapé le niveau de vie taïwanais. Donc, la réunification est d'autant plus justifiée, si vous voulez. Merci pour cette question sur Scandaria. Donc, recontactez le support, s'il vous plaît, et voilà, remettez bien en copie. Vous pouvez me mettre moi en copie aussi, hein, bien sûr, mais recontactez le support. Non, ne sommes-nous pas enfin arrivés à l'ère des grandes révélations? Je ne sais pas, mais beaucoup parlent de fin du monde. Alors, que restera-t-il de la France qui tient ses forces des colonies? La France ne tient pas du tout ses forces des colonies. La colonisation française, elle a été ultra lucrative pour des privés qui ont saigné la France et les colonies. On le voit vraiment quand on regarde le bilan de la colonisation française, ça a clairement été une entreprise d'enrichissement privé avec de l'argent qui partait ensuite dans des banques étrangères et qui a finalement très très peu servi au peuple français. Aujourd'hui, alors ça dépend ce que vous appelez colonie. Si vous appelez colonie l'espace maritime français, la France ne le met même pas en valeur. Les nodules polymétalliques ne sont pas exploités, les algues ne sont pas du tout cultivées. La France n'utilise pas son espace maritime. Elle ne l'utilise pas parce qu'elle est conne, parce que la Macronie est débile. Très bien, mais la France n'utilise pas son espace maritime. C'est ça qui est tragique, en fait. Je suis intéressé par l'école à la maison, mais on me la déconseille au nom de la sociabilité de l'enfant. Non, la sociabilité, vous pouvez la faire par des activités sportives et artistiques. Vous faites comme en Allemagne, vous savez, le gymnasium, où vous faites l'école le matin et l'après-midi, activité de groupe. Donc, vous l'inscrivez à des clubs sportifs mixtes, comme ça, c'est une vraie sociabilisation. Des clubs artistiques mixtes, pareil, et c'est bon. C'est l'école n'est pas du tout socialisante. Pas du tout. Regardez le harcèlement à l'école, regardez les scandales absolus de harcèlement à l'école, regardez la structure même d'une classe où on n'a pas le droit de parler à son voisin. On a quelques activités de groupe, mais en réalité, l'école n'est sociabilisante que pendant la cour de récré. Et ben dans ce cas-là, faites une vraie récré complète. L'après-midi, faites récré absolue. Récré absolue en groupe, avec activités sportives, visite de musée, où quand votre enfant sera avec d'autres enfants, ils pourront parler tout le temps. Pas juste à la récré, pas juste pendant les pauses entre les cours. Parce que l'école n'est pas du tout bien faite pour la socialisation. Pas du tout. Bien au contraire. L'école n'est sociabilisante qu'en passant. L'école n'est sociabilisante que quand elle ne peut pas faire autrement, à la récré ou entre les cours, mais pas pendant les cours. Et le mieux, si vous voulez vraiment sociabiliser vos enfants, c'est pendant les cours. Donc faites des activités, faites comme le gymnasium allemand, activité le matin, cours magistral le matin et ou avec IA, et l'après-midi, activité de groupe complète en extérieur, où là, les enfants peuvent parler aux autres enfants tout le temps, pas juste pendant 10 minutes toutes les 2 heures, tout le temps pendant les 4 heures de l'après-midi. Ne penses-tu pas que le problème est le quatrième pouvoir? Si, je suis tout à fait d'accord. C'est une très bonne question, Nabil Garbi. C'est tout à fait ça. En fait, on ne peut pas avoir de démocratie directe sans journalisme citoyen. Absolument. Parce que si les médias restent entre les mains des milliardaires, le peuple est manipulable, le peuple sera désinformé.
et on n'aura pas de démocratie directe. Je suis entièrement d'accord. Il est essentiel, et c'est voir ma conférence qui a fait un demi-million de vues déjà sur le journalisme, la presse au XXIe siècle. Il est impossible d'avoir une démocratie directe sans journalisme citoyen. C'est pour ça que des gens comme Béatrice Rosen ou d'autres, ou votre serviteur, animons des médias citoyens, alors on était destiné à autre chose. J'étais destiné à autre chose, Béatrice Rosen était destinée à autre chose, mais on a décidé de faire ce travail parce que la presse désinforme aujourd'hui, on le sait. Et en effet, c'est absolument essentiel d'avoir une presse citoyenne décentralisée avec des coopératives. C'est pour ça que je soutiens les médias comme Alexis Poulain, comme Le Canard Réfractaire, comme TV Liberté, donc aussi bien à droite qu'à gauche, pour les raisons que je vous ai dit, un neurone excitateur, neurone inhibiteur. Vous avez besoin dans la sphère médiatique d'un grand média comme Le Canard Réfractaire, qui est vraiment le maître étalon. D'ailleurs, ils sont en levée de fonds, je rappelle, hein. Allez les voir parce en ce moment, ils ont besoin de financement. Donc allez les voir et je vais les recevoir sur ma chaîne d'ailleurs. Mais on a besoin de médias comme Le Canard Réfractaire, clairement. On a besoin de médias comme TV Liberté, qui reçoit d'ailleurs de plus en plus de gens de gauche, même si c'est un média de droite assumé. Donc on a besoin de cet équilibre, parce que vous savez, au sein même d'une même famille, tout le monde n'est pas de droite ou de gauche. Regardez même Papacito. Son père était syndicaliste communiste. Lui, il est de droite. C'est comme ça une famille, en fait. Ça fonctionne comme ça. Donc au sein même d'une seule famille, on a un consensus, et ça ne veut pas dire que Papacito déteste son père, hein. Je veux dire, Papacito s'entend très bien avec son père, etc. Donc, au sein même d'une même famille, on a ce consensus, on a cet équilibrage politique. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire, aussi bien à l'échelle familiale qu'à l'échelle de la grande famille nationale qui est la France, par exemple. Le premier pays à avoir l'ordinateur quantique opérationnel sera-t-il maître du monde? Non, non, parce que comme d'habitude, on va avoir une évolution en parallèle. Et ordinateur quantique opérationnel, ça veut rien dire, hein. C'est le nombre de qubits que vous pouvez stabiliser. On aura une course lente, et c'est pas une seule course winner takes all. C'est une course, c'est comme la course à l'espace, par exemple. C'est une course avec différentes étapes. Les gagnants d'hier peuvent être les perdants de demain et vice versa. Donc, il n'y aura pas quelqu'un qui d'un coup va développer un ordinateur quantique qui va dominer le monde. Mais par contre, il est clair que ceux qui seront en retard dans cette course vont le payer très très cher. Oui, vous nous dites Kairos Press, exactement, je suis d'accord. Samia Bassi qui nous dit Le Canard et Alexis, ça me suffit. Bah, très bien, si vous êtes de gauche, ça vous suffit parce que vous avez envie de lire des médias de gauche et c'est tout à fait votre droit. Et en effet, pour un bon paysage de gauche, Le Canard et Alexis, c'est du très très bon boulot, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et si vous voulez l'équivalent à droite, donc TV Liberté, le Cercle Aristote, des choses comme ça. Enfin, le Cercle Aristote, ils ont aussi pas mal d'intervenants de gauche de grande qualité, donc c'est un peu plus subtil que ça. Et vous nous dites excellent le Canard Réfractaire. Oui, tout à fait. Bon, j'ai l'impression qu'on a bien fait le tour. Le moteur à air comprimé est-il une meilleure alternative à l'électrique? Alors non, l'électrique est bien mieux que l'air comprimé, mais l'air comprimé est très utile pour les îles, pour les espaces touristiques, quand il y a besoin de peu d'autonomie, parce que le moteur à air comprimé, il a une limite d'autonomie qui est quand même très très ferme, quoi. On peut pas la faire progresser par rapport au moteur électrique qui lui son autonomie peut complètement exploser. On le voit avec BYD aujourd'hui en Chine qui fait des choses incroyables. Donc non. Le moteur à air comprimé n'est pas une alternative à l'électrique, mais il est très intéressant dans certaines niches, notamment sur les îles, par exemple El Hierro aux Canaries, des choses comme ça. Là, il vaut totalement le coup. Que pensez-vous du professeur Jiang? Alors, j'aime bien, il y a des limites à ce qu'il fait, il y a de grosses limites, mais il dit des choses très intéressantes et ça vaut le coup d'aller l'écouter. Alors, il s'appelle professeur parce qu'il est professeur des écoles, il n'est pas professeur des universités pour tous les gens qui chipotent là-dessus. En effet, c'est un bon vulgarisateur de la théorie des jeux et il a par exemple, quand il avait prévu, il avait complètement prédit la stratégie tit for tat de l'Iran. Donc ça vaut le coup. Sur certains sujets, il est selon moi complètement aux fraises, mais bon, c'est normal, on a tous des points aveugles. Moi le premier. Donc allez suivre sa chaîne, je vous la recommande. Est-ce que les pays du Golfe pourront s'allier à la Turquie, selon vous, pour la course à la technologie? C'est un peu en train d'arriver, hein. C'est plutôt la Chine, parce que bon, la superpuissance technologique maintenant c'est la Chine. Mais la Turquie dans la région est une puissance technologique et puis surtout ils ont tout de suite compris l'intérêt, parce que vous savez que Istanbul est un hub, bien sûr, sur le plan aéroportuaire, comme Dubaï, et ils ont tout de suite compris l'intérêt de l'affaiblissement de Dubaï pour offrir aujourd'hui 20 ans d'exonération fiscale à tous les expatriés. Ça, c'est un truc qui est difficile à refuser, quoi. 20 ans d'exonération fiscale à tous les expatriés. Bon, bah, ça prouve qu'ils sont en train de faire un move, quoi. Alors...
Quel impact de l'ordinateur quantique sur l'IA? Pour l'instant, on ne sait pas faire de la bonne IA sur quantique. Donc, mais après, évidemment, le calcul massivement parallèle, ça pourrait ouvrir des perspectives complètement dingues sur l'intelligence artificielle. Exact. Oui, Aboubacar Adamou nous dit il a ses limites concernant la religion. Je suis tout à fait d'accord. Alors là, je suis 100% d'accord avec toi, Aboubacar. Les limites du professeur Django, elles sont notamment là. On les trouve notamment là. Question pour la formation IA, un ordinateur sous Linux, c'est bon? Oui, tout à fait, bien sûr, un ordinateur sous Ubuntu, sans problème. Que pensez-vous de Jipu AI, Minimax et Moonshot AI surnommés les tigres de l'IA? Bah oui, ça prouve bien le dynamisme, et ce qui est terrifiant, c'est qu'en Union européenne, on est complètement largué par rapport à eux. On est à la ramasse, quoi. Que penses-tu des radars météorologiques détruits par l'Iran? C'est pas en Iran, c'est détruit par l'Iran. Et oui, je voulais faire une émission là-dessus. Alors, on en parlera un tout petit peu avec Jean-Pierre Petit demain, mais je voulais faire une émission là-dessus parce que, en effet, depuis que ces radars ont été détruits par les frappes iraniennes, les précipitations dans la région ont explosé, notamment en Turquie et en Iran, où les réservoirs ont enregistré des plus hauts historiques depuis plus de 40 ans, où le ciel iranien a complètement changé, où il y a eu même des inondations. Enfin, et on sait que c'est un vrai sujet, la manipulation climatique. C'est un sujet qui est scientifiquement viable, scientifiquement réalisable. La propagation des ondes micro-ondes dans la haute atmosphère, enfin des micro-ondes dans la haute atmosphère, a été étudiée par les États-Unis pour faire des armes climatiques. Donc, c'est un vrai sujet. Et je voulais faire une vidéo montée là-dessus. Donc, laissez-moi un peu de temps, mais ce sera fait. Vous me dites que des platistes se disent journalistes citoyens, il y a tout. Oui, mais c'est ça le but, c'est qu'il y ait tout, en fait. C'est qu'il y ait tout. Et après, c'est au peuple de faire le tri. Mais il n'y a pas d'autre solution que ça, en fait. Ça, et même dans notre cerveau, vous avez des neurones qui déconnent. C'est comme ça, en fait. Et c'est tant mieux. Donc, tant que vous avez un bon équilibre dans la population générale, c'est tant mieux. Parce que vous avez besoin aussi de fringe, de gens à la frange. Vous en avez besoin dans certaines conditions. Donc, c'est comme ça. C'est en ayant un bouillonnement d'idées. Vous prenez par exemple Newton, il se disait alchimiste. Bon, c'est le plus grand scientifique de son époque, il se disait alchimiste. Donc, on a besoin comme ça de borderline un peu aussi. C'est nécessaire. Que pensez-vous du jeu Civilisation sur le plan éducatif? Très bon jeu, très bon jeu. Alors, le meilleur, c'est le 5, 5-6, pardon. C'est le 6. Le dernier, c'est le 7, c'est ça, mais le 7 est pas très bon. Oui, moi, c'est la 6 que je joue. Ouais, c'est ça. Mon préféré, c'est le 6, et il est pas mal. Alors, vous avez l'autre jeu aussi qui est recommandé par Joueur du Grenier, j'ai oublié son nom, mais qui est un peu plus avancé. Donc, dites-le moi dans les commentaires, là, j'ai oublié son nom. Humanity, quelque chose, je sais plus quoi. Une future émission sur le volet français de l'affaire Epstein. Oui, je voulais inviter des gens là-dessus, oui, tout à fait. Peut-être Alex Jordanov encore. Ça serait une bonne chose. Gaël, merci d'être là. Quel avenir pour le thorium? J'ai fait une vidéo dessus, donc je vous encourage à la regarder. Elle est sur ma chaîne classique. Qu'est-ce que je pense de Terrafab? On a fait une émission avec Gunther dessus, donc tapez Terrafab Gunther Poly, vous allez trouver. Et je donne les éléments. Donc Terrafab, c'est le projet d'usine qui fera 3 fois Central Park d'Elon Musk pour construire, pour réaliser beaucoup de puces électroniques pour notamment SpaceX. C'est Humankind, oui voilà, merci. L'autre jeu, c'est Humankind, merci, en effet. Humankind. Bon, bah, je pense qu'on va terminer là-dessus. Encore merci d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une super bonne soirée. Je vous dis, ouais, Idriss, tu t'es préparé un bon café réunionnais pour ce live. Non, je prends pas de café. Le bourbon pointu, j'ai fait un short là-dessus. C'est pas très caféiné, ça va. C'est pas très violent, donc, mais j'en boirai pas le soir quand même. J'évite de boire de la caféine le soir, mais très très bon café, vraiment. Je l'ai déjà fini, hélas, mais c'était une vraie dinguerie. Que pensez-vous de l'effet du contrôle américain du détroit d'Ormuz sur la City de Londres? Il y a beaucoup de théories qui circulent là-dessus. Ce sera un peu trop tard pour en parler, mais les Américains ne contrôlent pas le détroit d'Ormuz, point. Donc toute la théorie de oui, en fait, ils font ça pour étrangler la City parce que ça va faire sombrer les 13 familles, etc. Pour moi, c'est bullshit complet. Voilà.
Je vous donne mon opinion perso, je vous demande pas de penser comme moi, mais pour moi, c'est bullshit complet. On est vraiment sur de la rationalisation post-hoc, comme d'hab. Les grandes fortunes financières, elles dépendent pas que de la City. Tout ça, c'est des théories qui sont beaucoup trop simplistes. La réalité est beaucoup plus fluide, comme l'expliquait très bien Didier Maisto quand il parlait du groupe Altis, de Patrick Drahi. C'est comme le Terminator, c'est comme le T-1000 dans Terminator. Ça se reconfigure en permanence et c'est pas juste dépendant d'un seul endroit avec la Lloyd, certes, qui perd de l'argent dans tout ça. Tout ça, c'est de la rationalisation post-hoc. Et on se dit, vous avez des gens qui observent que la Lloyd perd de l'argent et qui se disent, ah oui, mais ça colle avec mon idée que la City contrôle le monde, etc. Donc je vais faire ça. Non, non. Les grandes fortunes qui contrôlent le monde, elles sont pas juste à la City, elles sont pas du tout dépendantes juste de la City, elles sont complètement fluides et reconfigurables. Et en plus, factuellement, les Américains ne contrôlent pas le détroit d'Ormuz aujourd'hui. Donc cette théorie, pour moi, est complètement bidon. Le Japon est-il à la ramasse en technologie? Alors, relativement, oui. Par exemple, sur l'IA, vous n'avez pas de modèle open source japonais qui sortent, ce qui est quand même tragique. Une alliance avec la Chine, complètement impossible. Complètement impossible. Culturellement, c'est pas du tout possible. Pour les Japonais, ça serait vraiment seppuku de faire une alliance avec la Chine. Donc, c'est juste pas possible. Est-ce que BlackRock peut cancel Trump? Bonne question. En tout cas, ils contrôlent l'économie américaine et Trump n'a pas du tout réussi à leur faire perdre la main sur l'économie américaine, alors que c'était là aussi une promesse de campagne. Non. Bon, on fait des vidéos plus souvent STP. Je fais de mon mieux, mais les gens veulent pas voir que des vidéos live, donc les vidéos montées prennent plus de temps, donc forcément, voilà, forcément, ça me... Puis bon, en ce moment, j'avais des rendez-vous. Alors oui, je suis enrhumé, effectivement. J'ai chopé une petite crêpe, là, j'ai l'impression que ça monte. J'espère que demain, ça sera pas pire. Mais oui, j'ai le nez un peu pris, ouais. Merci de l'avoir entendu. Aboubacar Adamou, je vais prendre ça comme dernière question. Dans l'hypothèse où Trump aurait fait une mise en scène, il le fait pour justifier quoi? Après, ça hausse dans les sondages. C'est le fait que la Maison-Blanche ait redit fight, comme je vous l'ai dit, c'est genre c'est un peu les Blues Brothers, quoi. C'est we're putting the band back together. On va reformer les Blues Brothers. Donc, on reforme ce qui a marché, c'est-à-dire le fight. Et on fait un faux fight. Donc, c'est 100% pour la base MAGA parce que Trump n'a jamais été aussi bas dans les sondages. D'ailleurs, c'est littéralement le président américain le plus impopulaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en termes de sondage d'opinion, Trump, qui était en état de grâce à son élection, est le plus impopulaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc là... Imaginez quoi, et ça justifie ce genre d'événement. Allez, on va terminer là-dessus. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis donc à demain pour le sujet aliens.gov avec Jean-Pierre Petit. Et encore merci pour votre excellente audience. Je rappelle donc que vous pouvez voir le live sans aucune interruption publicitaire en prenant l'application Scandaria qui est bien sûr complètement gratuite. Bien sûr, il y a Scandaria payant pour les pros et donc notre prochaine masterclass sera sur comment créer son IA en local, ici avec Philippe Hanel. Si vous êtes déjà abonné Scandaria, elle est au prix ridicule de 99 balles parce qu'on est des grands malades. Et donc, ce sera comment installer son IA sur un Mac Studio ou un Mac Mini. Mais aussi, on vous apprendra même comment installer Gemma, etc., comment utiliser Gemma et le configurer, donc ça même sur un téléphone. Et l'étude de cas qu'on vous donnera à l'issue de la masterclass, c'est comment faire le travail et les révisions chez vous en période de bac, comment faire une IA qui va former vos enfants au bac, ou si vous avez des amis, faites-la tourner cette masterclass parce qu'elle sera très utile pour faire en sorte que vos enfants ou vos neveux ou les enfants de vos potes aient une petite mention très bien au bac. Voilà le sujet. Je vous dis à demain avec Jean-Pierre Petit. Portez-vous bien.